en télévision. Nous sommes mercredi et comme vous le savez, il s'agit de mercredi diaspora. Ce mercredi, on posera une question importante à quelques jours de la tenue de la présidentielle au Cameroun. Ce sera le 12 octobre prochain. Quelle peut être la contribution des Camerounais de l'extérieur? Si vous préférez, quelle peut être la contribution de la diaspora? Toujours dans le cadre de ce programme, nous collerons à cette autre actualité venant du Grand Nord au Cameroun. Il s'agit d'un regroupement baptisé les Sages du Grand Nord qui ont tout simplement adressé une longue correspondance au président Issa Chiroma Bakary. La quintessence de la correspondance fait état de ce que M. Issa Chiroma Bakary, pour le bien du Grand Nord et pour le bien du Cameroun, a intérêt à se retirer de cette élection présidentielle pour s'aligner derrière Bello Bouba Maïgari, le ministre d'État. Quel est le regard que vous jetez justement sur cette correspondance des Sages du Grand Nord qui demandent à Issa Chiroma de se rallier à Bello Bouba Maïgari? Nous en parlerons également dans le cadre de ce programme naturellement. Si vous en avez convenance, nous allons accueillir tout à l'heure tous ensemble la très éblouissante Claudia pour une balade informationnelle. Votre dénonciation est restée intacte, reste l'affaire de Alain Douk ce matin. Cette dénonciation qui restera ce fait de société qui vous énerve, mais nous avons le courage de poser ce fait de société sur la table. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Le canal 6 et le canal 508 resteront également à votre disposition pour être en direct sur Info TV 24h24, 7 jours sur 7, en direct de Yaoundé au Cameroun. Info TV, on ne le dira jamais assez, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Madame Abega, bonjour. Bonjour, parfait. Bon. Comment vous allez? Je vais très bien, comme l'UNDP, comme son Excellence Bello Bouba Maïgari. Notre frère du Nord. Oui, mon père du Nord. Qui vient d'avoir un soutien de taille, hein? Il a toujours soutenu, c'est un prince. Et dans le Nord, chacun connaît sa position. Tu sais si tu es prince, tu sais si tu es issu d'une famille des esclaves, il faut être affranchi. Et il y en a qui sont issus des familles d'esclaves et qui sont candidats? Je ne sais pas. Moi, je suis en train de dire bonjour et je suis en train d'analyser. Et c'est quoi ce genre de bonjour? Bon, je dis bonjour à des milliers de militants. Aux esclaves candidats? Non, je n'ai pas parlé d'un candidat esclave. J'ai dit, je suis en train de parler des sociétés du Nord. Je dis, dans les sociétés du Nord, mon père, Bello Bouba Maïgari, son Excellence Bello Bouba Maïgari, le futur président de la République, est un prince. Est-ce qu'il y en a également qui sont candidats et qui sont issus de la famille d'esclaves? Je ne parle que de mon père. Ah, d'accord. Je ne parle que de son Excellence Bello Bouba Maïgari. Parce que c'est vous qui avez amené les princes et les esclaves. J'ai dit, dans une société, s'il y a des princes, ça veut dire que quelque part aussi, il y a d'autres qui ne sont pas princes. Et ceux qui ne sont pas princes, ils connaissent leur position. Donc, je vais dire bonjour ici à Seydou Maïradi, le secrétaire national à la communication de l'UNDP et l'un des co-responsables de la communication de campagne pour la présidentielle 2025 dans l'UNDP. Madame Abega est donc une femme très influente. Elle est femme politique. Elle milite pour les idéaux de l'UNDP dirigée justement par le ministre d'État Bello Bouba Maïgari. En face de Madame Abega, nous accueillons celui-là qui est également dans le top 10 des panélistes les plus appréciés d'Info TV, surtout d'Espace Miné. Il s'agit de Rodrigue Adalbert Evina. Bonjour Rodrigue. Merci, bonjour, parfait. Merci pour l'invitation. Encore dans ce grand hôpital du Cameroun, Espace Miné, le grand hôpital qui soigne donc tous les patients du monde. Parce que vous pouvez être au Canada, vous pouvez être aux États-Unis, en Russie, en Belgique, en Chine, en Inde, je ne sais pas trop, au Vietnam ou en Colombie. Si vous regardez Espace Miné, vous êtes le patient de cet hôpital et votre solution se trouve ici. J'ai une pensée parfaite ce matin pour le prêtre Essonou Mbédé Joseph Marie. C'est un prêtre catholique que j'ai rencontré dans des circonstances totalement hasardeuses, dans un village qui est non loin de Mbankomo. Le nom du village m'échappe. Moi, j'arrive dans ce village-là parce que je suis engagé dans mes affaires, donc des affaires immobilières. Il faut que je trouve un terrain qui était intéressant là-bas. Mais maintenant, notre guide était lui-même perdu.
Donc, on s'est retrouvé en train de faire une marche. Un guide qui est lui-même perdu. Oui. Donc, mais on va donc prendre du repos quelque part. Le prêtre est en train de célébrer la messe avec sa famille. Il nous appelle. Ça dit un homme de Dieu, il dit, mais mes enfants, pourquoi vous êtes assis en bordure de route comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, pendant que nous échangeons, il me regarde avec précision. Il dit, mais votre visage me dit quelque chose. Je crois que vous êtes monsieur Evina, que je vois souvent à Espace Miné. Je lui dis que c'est moi, bien entendu. Dans les brousses de Mbango. Ouais, dans les brousses de Mbango. Je vous dis que la circonstance s'est transformée. Madame Jeanne Abega parlait de princes tout à l'heure. Nous sommes devenus des princes là-bas. Voilà. Le prêtre nous a fait visiter. C'est lui qui nous a fait retrouver le site. Lui-même au volant de son propre véhicule. Espace Miné. Il nous a guidés. Nous avons retrouvé le site. Nous sommes revenus au niveau de sa maison avec un dîner bien arrosé. Et son épouse, lui-même avec sa propre voiture, nous a ramenés au niveau de Mbankomo. Parce que il m'a vu à Espace Miné. Merci. Donc, nous disons bonjour donc à ce prêtre. Dieu seul sait combien de portes Espace Miné a ouvert à certaines personnes. Tout à fait. À beaucoup de personnes. Moi, dans ce pays, depuis que l'aventure est lancée à Info Télévision. Donc, je salue le père et son Ombédé Joseph Marie, qui m'a demandé de vous saluer également et qui vous a chaleureusement remercié pour le travail que vous abattez ici quotidiennement. Qu'il ajoute à cela des prières. Il le fera. La semaine dernière, moi j'étais au lieu dit rond-point Loncac à Yaoundé, au volant de mon véhicule. J'ai vu des garçons qui vendent des équipements de sport en main. Ce qu'on appelle vulgairement des kawé. Je voulais donc acheter un kawé. Et j'étais en train de discuter, parce que moi je discute quand je dois acheter un objet en route. Voilà. Le monsieur m'a dit c'était 12 000. Je lui ai dit non, j'ai 8 000. On était là en train de discuter. Et un jeune homme passe, il me reconnaît. Il dit, bonjour perfecto. Je dis bonjour. Il dit, vraiment, j'aime le travail que vous faites. Il dit merci. Il me dit, ben, apparemment vous voulez acheter un vêtement. Je dis oui, un kawé. Il dit, bon, c'est combien le kawé? Le garçon a dit, c'est 12 000. Il dit, bon, si tu prends 10 000, il dit non. Et le monsieur qui passait a pris 10 000, il a donné au vendeur et on m'a donné le kawé. Tranquillement. Parce qu'il dit qu'il aime voir Espace Miné. Le monsieur a même sauvé vos 8 000 alors. Oui, bien sûr. Et depuis, je porte ce kawé. Espace Miné. C'est la récompense. La télévision du journalisme. Le journalisme donne tout. Merci Rodrigue d'Albert Evina, qui est donc journaliste exerçant à Galaxy FM. C'est une radio qui émet au niveau de Yaoundé. En face de notre ami Rodrigue d'Albert Evina, nous accueillons un enseignant d'université. Lui, c'est le professeur Claude Noubissier. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Bonjour aux co-panélistes et bonjour à tous vos millions de téléspectateurs. Comment vous allez, professeur? Je vais très bien ce matin. Bientôt, vous allez recommencer le boulot. Hein? On a déjà recommencé depuis la semaine passée. On a commencé avec les niveaux 2, 3 et 4. Ah, l'école, les cours? Les cours ont commencé. Les niveaux 2, et 3 et 4. Ce sont les niveaux 1 et 5 qui attendent. Parce qu'ils doivent passer par des séances de, comment on appelle ça là, on devrait pouvoir les enregistrer déjà pour les premières années. Ça commence plutôt bien. Ça commence plutôt bien. D'accord. Je souligne que vous êtes psychosociologue et vous nous accompagnez habituellement dans le cadre de ce travail. À côté de vous également, nous allons accueillir un autre panéliste également, de plus en plus apprécié aussi de la grande communauté des téléspectateurs à travers le monde. Lui, c'est Bertrand Tchenkam. Bertrand Tchenkam, bonjour. Merci, bonjour également à toi, Parfait, ici. Bonjour à l'endroit des co-discutants, à l'endroit des Kidam, Rastakwer et Tantampion qui nous regardent régulièrement. Un bonjour particulier aux fossoyeurs de la République, ceux qui ont pris notre pays en otage, ceux-là qui brossent leurs dents avec la République, ceux-là qui, au lieu de servir, sont là pour servir et se faire servir, malheureusement, depuis un certain temps. Tu en connais certains comme ça? Oui, ils sont nombreux. Hein. Vous savez, notre pays est pris en otage par une bande de copains et de coquins qui, au lieu de servir... Peut-être les mots sont durs, hein? On décide les mots sont
fort, là. Ils ont fait notre pays une poudrière. Notre pays est en lambeaux parce que eux, ils passent leur temps à réagir. Nous voudrons des dirigeants qui sont là pour agir. Donc, au lieu d'agir, ils sont là pour réagir. Et depuis un certain temps, je n'ai pas d'électricité, malheureusement. Heureux ceux-là qui ont le Molinex qui fonctionne sans électricité. Le mien est gâté. Je l'ai abandonné aux oubliettes. Je voudrais aussi dire merci à ceux-là qui construisent les routes. Avant qu'on ne livre ces routes sont déjà carrément gâtées. Alors, Thomas Sankara, de regretter mémoire, disait que l'esclave qui refuse de se libérer de sa servitude ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Et je voudrais prendre la casquette d'Aimé Césaire dans la tragédie du roi Christophe. Je voudrais être la voix des sans-voix et l'espoir de ceux-là qui sombrent dans le cachot du désespoir. Et j'espère que le torchon boulera et que le Rubicon sera franchi sur des questions relatives aux tares et aux avatars qui gangrènent notre société. Bertrand Tchoukam a toujours sa manière toute particulière de dire bonjour. Hein. Bonjour Bertrand. Bonjour. En face de Bertrand Tchoukam, nous allons accueillir notre invité permanent, Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour parfait, c'est un plaisir d'être là ce matin sur le plateau de l'émission devenue culte, une émission mythique, une émission qui caracole au niveau des cimes dans l'écosystème médiatique camerounais, l'émission impératrice qui règne carrément sur la plage 10-12 au niveau du Cameroun et au sud du Sahara. Merci de l'invite de ce matin, merci du privilège d'être là. Je suis convaincu que comme habituellement, nous allons passer un très grand moment de télé. Parfait, avec ta permission, nous avons un fan, fidèle téléspectateur de ce programme qui a créé un fan club Espace Mini au niveau de San Melima et qui a eu son anniversaire hier. Il t'a contacté avec la flopée de messages que tu as habituellement. Tu n'as pas pu lire son message. Alors, nous allons profiter de l'occasion aujourd'hui pour lui dire joyeux anniversaire avec 24 heures de retard. Il s'agit de Ndongmo. Il s'appelle Ndongmo et il est du côté de San Melima. Voilà. Il se fait appeler... du côté de San Melima. Oui, les beaux le disent à Makassan. 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 Madame Abega, vous êtes boulot? Non. Ah, d'accord. Je suis Manguissa. Vous êtes Manguissa. Je salue donc toutes les filles et femmes au boulot qui nous regardent ce matin. Mais il faut saluer les Manguissa. Vous connaissez le village Ebomzout? Bien évidemment. Ebomzout. Le village de mon ami. Hein? Non, ça ne connaît que ce village. Non, Ebomzout, c'est le village de mon ami Francine Ateba. Donc, le seul village, là, l'allée qui est, comme vous connaissez, c'est ça, Ebomzout. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qu'on retrouve nombreux ce mercredi matin. C'est un plaisir. Je vous trouve toute reluisante, particulièrement ce matin. Merci, parfait. Et cette jolie coiffure. Cette fameuse perruque. Vous l'adorez finalement parce qu'à chaque fois que je la mets... Avec ce trait. Vous avez vu que j'aime le genre de coiffure là. Ce genre de coiffure également, les tresses longues. Oui, les tresses longues. Qui arrivent au niveau des cuisses. Oui. Après, il y a de temps en temps, il faut les mettre pousser ça par devant. Ça a beaucoup de vertus hein, pour les hommes. Les tresses longues. Claudia, oui, parfait. Comment tu as passé la nuit? Ma nuit s'est très bien passée. Je l'espère pour vous également. Je passe toujours d'agréables nuits. Hein. Vous avez travaillé pour ça. Hein. J'ai travaillé pour cela et voilà pourquoi il faut féliciter à ma voisine de lit qui a un travail titanesque. Parce que c'est pas facile. Madame le sac de modérateur. Ah
Ah ouais, on lui dit bonjour ce matin. Tout à fait. C'est Lynn Melingi. Épouse Haïti. Épouse Haïti. Ajoutez le sac de modérateur. Elle modère à la maison, c'est elle qui modère à la maison. C'est elle qui modère à la maison. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce mercredi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le quotidien Info Matin, on parle de transformation locale du cacao. Les premiers chocolats haut de gamme de cacao rouge dès janvier 2026. La page 3 nous renseigne que c'est ce qui ressort de l'audience accordée ce 23 septembre à Yaoundé par le ministre du Commerce, Luc Magloire Gatangana, au patron de la société SAS Matas, Olivier Bordec, accompagné ses collaborateurs et la présidente de la coopérative Cacaoscope.ca de Kwakondieu, Aristide Tuentiam. L'information est donc à lire dans ce journal paru en kiosque ce matin au bas d'une de ce tabloïd. On parle de succession de Paul Biya et si c'est Tiroma, le diable dont parle l'évêque de Yagua, lire la page 4 pour en savoir davantage. Le cri hebdomadaire, la météo nous propose deux actualités. Tout d'abord en grande vitrine ce matin, Dieudonné Mveng s'intéresse à la présidentielle 2025 des sages du Grand Nord, appelle Tiroma à soutenir Bello Bouba dans une lettre ce 18 septembre qui fait le buzz. Un groupe d'originaires non identifiés du Septentrion presse le leader du FSNC de se retirer au profit du leader de l'UNDP. Lisez plutôt l'intégralité de la lettre des sages en page 2. Au bas d'une de ce journal, on parle de Sud-Ouest. Atanguendi fait le point des opérations électorales, de la situation sécuritaire. C'est à la faveur d'une réunion de concertation que le ministre de l'administration territoriale a ce 23 septembre à Bouya, présidé avec les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre et les responsables des LICAM. Le compte rendu de la tournée du MINAT est donc à lire en page 3. On parle également de la présidentielle 2025 avec le quotidien Le Jour. L'appel de la diaspora regroupée autour du projet C. Certains Camerounais exigent que le rendez-vous d'octobre prochain devienne un référendum sur les 43 années de ruine de l'actuel chef de l'État, un projet soutenu par Éric Tindier, expert reconnu des médias. Le firmament est en kiosque ce troisième jour de la semaine. On parle de présidentielle 2025 et l'appel de Kemto qui peut tout bouleverser en exhortant les 11 candidats de l'opposition à s'unir derrière un seul porte-étendard. Maurice Kemto relance avec force le débat sur l'unité face au RDPC. Son appel à moins d'un mois du scrutin du 12 octobre pourrait être le tournant décisif d'une élection annoncée comme historique, mais les scénarios possibles oscillent entre sursaut patriotique et éternelle dispersion. Parfait ici est plus précis en page 4 de son tabloïd paru en kiosque ce matin. Avec le Messager, on change d'actualité pour parler de développement minier. Le pari gagnant du fer, qu'espérer de l'inauguration du projet d'exploitation de Bipindi Grand Zambi et la pose de la première pierre du terminal minéralier à Kribi-Lobé par le Premier ministre chef du gouvernement au nom de Paul Biya, candidat au scrutin du 12 octobre prochain. L'information est à lire dans son intégralité en page 3. Même son de cloche avec le quotidien Mutation qui nous amène également du côté de Bipindi, Grand Zambi, Kribi, Lobé, campagne en fer. Au nom du chef de l'État, candidat du RDPC à la présidentielle, le Premier ministre se déploie pour magnifier la vision et les réalisations de Paul Biya dans le secteur minier. Le décryptage est à lire en page 9. Bauxite de Mini Martap, place à l'exploitation. Toute l'actualité est à lire en grande tribune du quotidien à Capitaux Public, Cameroun Tribune. La nouvelle expression parle ce matin de révélation du MINDEF, le Cameroun envahi par les faux diplômes. Le ministre délégué à la présidente de la République chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, vient de radier plus d'un millier de candidats qui ont composé avec des faux diplômes et qui, en fin de formation, devaient être déployés à travers le pays. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien, le premier quotidien économique de la zone SEMAC. Thierry Ekouti fait une alerte des produits blédine impropres à la consommation en vente au Cameroun. 4 références de céréales infantiles de la marque française font l'objet d'une procédure de rappel en France depuis le 15 septembre 2025 et depuis le 22 septembre dernier au Gabon. Malgré l'alerte internationale, ces produits restent disponibles dans les petites et grandes surfaces et certains font même l'objet de ventes promotionnelles dans le pays, apprend-on parfois ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc
en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mercredi. Hein. Bonne journée à vous également, parfois ici, et surtout bonne suite d'émission. À demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, à tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente. Nous l'avons suivi tout à l'heure, hein, Rodrigue Adalbert Evina, professeur Claude Noubissier, Madame Abega, Bertrand Tchenkam et Alain Douk, nous l'avons donc suivi, disais-je, du très sérieux au quotidien la météo, du très grand frère Dieudonné Van, qui nous fait comprendre que les sages du Grand Nord demandent à Issa Chiroma Bakari de retirer sa candidature et de soutenir Monsieur Bello Obouba Magari pour le bien du Grand Nord, mais également pour tout le Cameroun. C'est donc une grande actualité relayée ce matin par le très sérieux quotidien La Météo. Je commence par le professeur Claude Noubissier. Ça va vite, hein, à quelques jours de l'élection présidentielle. Quel est le regard que vous jetez sur cet appel des sages du Grand Nord? Il demande à Chiroma de soutenir son grand frère Bello Obouba Magari. Oui, j'ai fait une analyse purement scientifique. Nous sommes à moins de 3 semaines des élections présidentielles et les appels se multiplient pour un ou tel candidat. Alors, au jour d'aujourd'hui, sur le plan contextuel, nous savons tous qu'il y a eu un consensus qui a demandé que l'opposition soit soutenue par, en fait, pour porte-fagnon, M. Issa Chiroma. Alors, moi, j'ai un problème avec la psychologie du Cameroun ou des Camerounais. Le Cameroun, c'est un pays extrêmement spécial, un pays avec trop de contradictions. C'est-à-dire, on n'a jamais compris qu'est-ce qui fait problème dans ce pays. Trop de contradictions, trop d'incohérences, trop d'opposition et trop de juxtaposition. Alors, est-ce que c'est le moment actuel que ceux-là qui sont dits des sages du Grand Nord fassent de pareilles déclarations? Tout en sachant qu'il y a un consensus qui a déjà mis en bonne position M. Issa Chiroma. Ça, c'est la spécificité. C'est vrai que ce consensus, même si c'est douteux, ce consensus lui-même est douteux. Oui, mais c'est le contexte. C'est ça notre pays. C'est comme si ce consensus ne fait pas le consensus. Même s'il ne fait pas le consensus, moi j'ai un problème. Oui. Moi je suis rentré au Cameroun parce que je voulais servir ce pays. Tout à fait. Quand j'ai fait mon doctorat, je pouvais avoir une vie meilleure hors du Cameroun. Alors, nous n'arrivons jamais au Cameroun à ce qu'on appelle en psychologie l'abandon de soi. Nous attendons un regain d'abandon de soi chez les Camerounais. Il va falloir comprendre la nécessité et l'urgence. La nécessité et l'urgence, c'est qu'il faut une amélioration réelle des conditions de vie des Camerounais. Moi, je le dis avec acuité, avec fermeté, les conditions de vie des Camerounais peuvent se multiplier en 2 ou en 3 actuellement. Il va falloir un challenge. Mais à tous les niveaux, il y a un ensemble de contradictions. Les gens s'opposent, on se dit, ils s'amusent avec ce qui est le plus cher aux Camerounais, le destin des Camerounais. Le destin des Camerounais doit être la priorité actuellement. Tout à fait. On devrait pouvoir s'abandonner pour une juste cause. Quel que soit ce qui se passe dans le Grand Nord, que les gens comprennent que l'urgence est aujourd'hui à ce que chacun puisse sortir son ego, sortir son moi, sortir sa subjectivité et participer à une élection présidentielle, quel que soit celui qui remportera ces élections présidentielles. Bon, cet appel des sages, c'est vrai que j'ai un peu fait la psychologie, j'ai fait dans le Grand Nord également. Il y a une caricature des sages dans le Grand Nord. C'est parfois des leaders spirituels, des leaders traditionnels, des leaders politiques et des leaders économiques. Et nous savons combien leur voix porte dans cette région spécifiquement. Alors moi je dis tout simplement que nous devons comprendre la réalité aujourd'hui. La réalité aujourd'hui c'est celle que les Occidentaux ont compris il y a cela des centaines de milliers d'années. Ils avaient compris que pour que l'Occident soit ce que nous admirons aujourd'hui, il fallait des gens pour se sacrifier. Ils ont pris les bateaux pour venir en Afrique. On ne peut pas savoir combien d'entre eux sont morts. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de bateaux sophistiqués. Alors nous appelons, moi en tant que scientifique, en tant que psychologue, moi je pense que tout ce que nous observons ne va pas dans le sens d'honorer le jeu politique du Cameroun. Il y a beaucoup plus de subjectivité qui vient encombrer un élan de solidarité et de consensus autour des uns et des autres. Merci, professeur, pour ce regard. Rodrigue Adalbert Evina, pour ou contre cette posture des sages du Grand Nord, mettez les guillemets à sages. Oui, parfait. Ici, je pense que les sages du Grand Nord adhèrent ou alors rejoignent
l'expression de la volonté du plus grand nombre de Camerounais à voir l'opposition, ou alors les grandes figures de l'opposition, mutualiser leurs forces, associer leurs forces pour espérer faire quelque chose face à la machine que nous connaissons tous. Mais maintenant, précision faite sur M. Issa Turoma Bakari et Bello Bouba Maïgari dans cette volonté de mutualisation, c'est qu'en réalité, sur le plan politique, les deux sont suffisamment influents. Moi, est-ce qu'ils ont le même poids politique? Non, ils n'ont pas le même poids politique. Très bien. Mais je remarque qu'il s'agit de deux figures qui ont quand même suivi les voies démocratiques tracées par la République. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont des élus, ce sont des gens qui ont des mairies, ce sont des gens qui sont dotés d'une très forte capacité de mobilisation. Mais le vrai problème, pas fait ici, parce que ce n'est pas aujourd'hui que l'opposition au Cameroun mobilise les masses. C'est depuis les années 90. L'appel des sages est pertinent. Cet appel est pertinent pourquoi? Donc vous êtes d'accord que Chiroma soutienne son grand frère? Je suis d'accord que Chiroma soutienne son grand frère. Mais seulement, la capacité de mobilisation dont j'ai parlé risque de se heurter à la barrière des égaux. Moi, j'ai mal au cœur parce que le peuple camerounais, ou alors la classe politique camerounaise de l'opposition, ne semble pas avoir tiré les leçons, les leçons du sombre passé politique vécu par cette classe-là depuis les années 90. Beaucoup de nos illustres prédécesseurs sont décédés. Vous connaissez l'histoire. Nidjon Frundi, Adamoudam, Njoya et autres. Je pense que ça se répète. Pourquoi, je me demande pourquoi c'est si difficile au Cameroun pour un opposant de reconnaître l'influence de l'autre. À chaque fois que vous voyez un homme politique reconnaître que l'autre est un peu plus mieux organisé que lui, c'est quand les gens s'allient au RDPC, qui reconnaissent facilement que non, M. Biya est l'homme de la situation, M. Biya est l'homme qu'il faut, M. Biya est l'homme qui peut vraiment faire. Mais entre eux, au niveau de l'opposition, c'est trop compliqué de voir un opposant qui reconnaît que l'autre est qu'il faut dire, hein, après Soudan, que les opposants au Cameroun se détestent? Les opposants au Cameroun se détestent, oui, c'est vrai. C'est vrai parce que quand on regarde les débats télévisés... Voilà pourquoi Soudan a pensé que c'était l'opposition la plus bête d'Afrique. Bon, c'est vrai qu'il avait formulé quand même un gros point d'interrogation devant la phrase. Donc ce n'était pas vraiment à l'affirmative. Hein. Mais je crois... Attends, je voudrais chuter par faire ici. Je pense tout simplement que rien du tout ne va se passer en 2025 si ça continue de cette façon. Je crois que cette affaire est mystique. Vous m'avez posé une question si les oppositions se détestent. Mais quand on écoute parfois des débats télévisés qui sont essentiellement politiques, on se demande si c'est vraiment le RDPC qui est l'adversaire. Ou alors, le combat, c'est entre opposants. Vous voyez des coups sur les réseaux sociaux, c'est entre opposants. Et vous voyez le véritable adversaire est tranquille, il ne bouge même pas. Il ne transpire même pas. Ça, vous voyez que, même sur le plan de la campagne, vous ne voyez même pas parler trop. Ça donne l'impression que il y a aussi beaucoup de sorcellerie dans cette affaire-là aussi. Ah bon? Il y a trop de mysticisme dans cette histoire. Le RDPC a lancé des ondes négatives mais au sein de l'opposition? Vous pensez que le ballet, le défilé des chefs traditionnels au palais de l'unité, c'est pour une balade de santé. Ce n'était pas de la rigolade. Non, c'est pas le tourisme du tout. Encore moins de la fanfaronnade. C'est pas une balade romantique entre un couple qui s'aime. Je suis sûr que sur le plan purement spirituel et mystique, il y a aussi des enjeux. Peut-être que le sort est lancé aux opposants pour qu'ils ne s'entendent jamais un jour. Parce que moi, je ne me rappelle pas avoir vu. Hein? Mais des opposants qui, entre eux, savent se livrer des coups de poing. Et le vrai adversaire est assis comme ça, il ne transpire pas.
Merci, Rodrigue d'Albert Evena, pour cette analyse politico-mystique ce matin. Je vais passer la parole à Madame Abega, qui justement est femme politique. Nous l'avons dit, elle est justement du côté de l'UNDP. Cela signifie donc que vous êtes dans votre élément. Madame Abega, il y a un souci, et je pense que c'est le professeur Noubissier qui évoquait déjà cette situation sur ce plateau. Monsieur Chiroma semble positionné depuis un certain temps comme leader d'un consensus. Entre-temps, les sages du Grand Nord demandent à Chiroma de soutenir son grand frère Bello Bouba Maïgari. Est-ce que cet appel ne vient pas en retard? Est-il possible que Chiroma puisse effectivement soutenir Bello Bouba Maïgari? Merci. Je vais d'abord dire que nous sommes en Afrique. Et quand on parle des sages, ce sont véritablement des sages. Donc des gens qui sont investis d'un certain pouvoir, de l'aura, ils voient plus loin que nous, ils entendent des choses que nous n'entendons pas, ils savent faire des analyses. Et là, nous sommes face à une société traditionnelle qui a observé la scène et qui maîtrise les us et coutumes de l'ère culturelle soudano-sahélien. Donc, ils maîtrisent et ils savent de quoi ils parlent. Cette sortie, elle n'est pas anodine. D'entrée de jeu, nous avons parlé dans la blague que dans une société traditionnelle, chacun connaît sa position. Et il y a des positions qui ne s'arrachent pas par des réseaux sociaux ou bien par la manipulation. Et là, nous sommes face à une manipulation. Vous avez suivi le professeur tout à l'heure, il vous a dit que bon, il ne vous a pas seulement dit, il a dit à ceux qui nous suivent que le monsieur Issa Chiroma a été présenté comme le candidat du consensus. Mais je vais lui poser la question, ce n'est pas moi qui pose les questions. De quel consensus? Ceux qui ont parlé de ce consensus ont-ils qualité? Ils ne sont pas candidats. Ils n'ont pas de candidat. En quelle qualité ont-ils déclaré un candidat reconnu par le Conseil constitutionnel et le Conseil électoral de l'ECAM d'abord et le Conseil constitutionnel comme candidat? Il n'y a que les 12 candidats ou alors les 11 candidats qui devraient se dire entre eux, voilà celui que nous avons choisi entre nous. Mais si vous parlez de deux individus qui se sont levés pour manipuler l'opinion comme on vous a manipulé, pour nous dire que M. Chiroma a été présenté comme le candidat du consensus, je vous dirai non. Et lorsque vous allez parler, certains parlent de la mobilisation. Est-ce que c'est la mobilisation qui fait l'élection? Si c'est en termes de mobilisation, je crois que son Excellence Bello Bouba Maïgari est le maestro de la mobilisation. En tant que celui-là qui a un parti implanté sur l'étendue du territoire. Son parti a des élus dans 5 régions. Donc il a un CV politique. Il a un CV politique assez éloquent et assez lourd. Et en dehors du CV politique, il a un CV dans l'administration, dans la connaissance de l'État du Cameroun, qui fait de lui le leader qui se positionne. Mais ce n'est pas dans le bruit. Je suivais encore une vidéo hier soir où le candidat Chiroma a appelé la presse pour dire que il appelle son frère Bello Bouba Maïgari à se mettre derrière lui. Finalement, on ne comprend pas. Bello appelle Chiroma, Chiroma appelle Bello. Je veux donc dire que celui qui a tendu la main le premier, c'est bien Bello Bouba Maïgari, qui est allé vers le président Chiroma déjà 3 fois. Au su et au vu de tout le monde. Donc, il ne peut pas appeler les médias dans l'art de la manipulation pour dire que c'est lui qui appelle Bello à se mettre derrière lui. Ça, c'est de la manipulation et cette manipulation entraîne plusieurs. Et puis, il ne faut pas aller sur les médias. Nous sommes face à une élection. Nous parlons d'une élection présidentielle et une élection qui a beaucoup d'enjeux. Les Camerounais veulent le changement. Et ce changement-là ne va pas se faire dans la manipulation de quelqu'un qui manipule le verbe, qui veut vous faire croire que c'est lui qui est le meilleur ou alors c'est l'autre qui est le meilleur. Non, Bello n'est pas le sorcier qu'on présente. Il n'est pas le méchant qu'on présente. Et il n'est jamais allé devant les caméras pour aller médire d'un autre candidat. Vous avez suivi contre lui les attaques du candidat du SDF. Les attaques à l'endroit du président Bello. Bello était à RFI ce matin, il n'a parlé de personne. Il n'a parlé que de la vision qu'il a pour le Cameroun, à savoir pacifier le Nozo,
changer les conditions de vie des Camerounais. Je crois que certains se plaisent dans ces conditions. Mais on ne peut pas continuer à laisser un pays entre les mains des jouisseurs, ceux qui se sentent à l'aise, et dire que comme Bello était au gouvernement, il y a de cela 3 mois, il est un faux opposant. Non, il n'est pas faux opposant. À titre de rappel, ceux qui pensent que l'UNDP, que c'est le RDPC qui donne facilement, qui dit à l'UNDP, prends la commune, ou bien prends le conseil régional du Nord. Non, ce n'est pas ça. Je vais vous dire que nous sommes souvent au tribunal administratif et même à la chambre administrative et d'arrache-pied avec le parti au pouvoir. Donc il n'y a pas d'amitié, on ne se fait pas de cadeaux. Donc en termes d'opposition, Bello Bouba Maïgari est un opposant qui a libéré la maison de l'État il y a de cela plus de 3 ans. Il habite chez lui. Ça veut dire qu'il n'a pas improvisé sa candidature. Il prépare sa candidature depuis très longtemps. Merci à Madame Abega de l'UNDP pour cette posture. Comment pouvait-il en être autrement? On prend maintenant l'avis, le regard de Bertrand Tchenkam. Bertrand Tchenkam, finalement, nous ne comprenons plus, nous ne savons plus à quel sens se vouer. Chiroma appelle Bello, Bello appelle Chiroma, mais finalement personne ne va vers l'autre. Je voudrais déjà admirer la haine, la fougue et la sagacité qui anime Madame Abega, mais c'est loin de la vérité, et surtout que la vérité aussi est un mensonge. Je suis en train de commettre un ouvrage intitulé Les complots d'État, causes et conséquences, acharnement sur le psychodrame d'une société perdue, cas du Cameroun. Vous savez, nous avons plusieurs types de partis au Cameroun. Nous avons les partis au pouvoir, comme c'est le cas du RDPC. Nous avons les partis d'opposition. Il y a peu de partis d'opposition qui existent au Cameroun. Les partis d'opposition et de juxtaposition. L'UNDP en fait partie, parce que l'UNDP se comporte un peu comme le suppôt du régime, faut-il le rappeler. Et l'UNDP a trahi le Cameroun à un certain moment, parce qu'il faut rappeler qu'en 92, il n'aurait été le fait que l'UNDP soit allé en concubinage incestueux avec le RDPC, qui n'avait que 88 députés à cette époque, et l'UNDP est allé dans ce mariage malsain et a fait en sorte que le RDPC nous a ravi la vedette du côté de l'Assemblée nationale. 88 députés sur 180, vous voyez que le RDPC n'avait pas la majorité, et l'UNDP, qui est un parti d'opposition malheureusement, que je considère comme un parti d'opposition et de juste opposition, toujours suppôt du RDPC, est allé se marier avec le RDPC et a fait en sorte que ce parti puisse avoir la domination sur les autres partis de notre pays. Bon, pour moi, c'est un non-événement. Ça profite au RDPC qui crée cette peine, cette guerre et cette guerre pour diviser l'opinion, pour diviser le Grand Nord, et ça ne profite qu'au RDPC. Vous savez, on dit souvent chez nous, diviser pour régner. Alors, Bello Bouba Maïgari, il est un prince. Moi-même, je suis prince, il est dans mon village, il faut le savoir. À Yaoundé, je suis notable, mais ça ne voudrait pas forcément dire que je dois être au-dessus de monsieur tout le monde. Je ne suis pas au-dessus de monsieur Tantampion. C'est pas parce que je suis notable à Yaoundé que je suis supérieur à tout le monde. Les chefs traditionnels, aujourd'hui, ne servent plus à rien du tout. Ils sont à 90% de support. Moi-même, je viens de la chefferie, il faut le savoir. Mais je vous dis que 80% de nos chefs sont inutiles. Des supports du régime. Ça, ce sont des déclarations très graves. Je dis que... On va l'admettre. Bon, on ne l'admet pas. Mais je vous dis en tant que fils d'homme, je viens de la chefferie, je suis notable à Yaoundé. Je vous dis que les chefs traditionnels aujourd'hui se comportent un peu comme... c'est-à-dire on doit leur donner le biberon de temps en temps. Ils n'ont pas achevé leur puberté. Il est incongru que les chefs soient traînés comme des valets. Vont au palais de l'unité. D'ailleurs, le palais de l'unité, comme le nom l'indique, c'est le palais du peuple. Quand on traîne les affaires du parti, on doit aller à la maison du parti. Il faut le savoir. Alors, on va de ce côté. Et ils sont allés gentiment. M'ont sorti de là, motion de soutien, vraiment des esclaves. Il faut apprendre à être lucide. Un chef ne donne pas son avis pour des questions politiques. Un chef est apolitique. Ça veut dire qu'il ne doit pas aborder l'avis du RDPC, il n'aborde pas l'avis de l'UNDP, il n'aborde pas l'avis du RRC. Il est neutre. Mais quand les chefs sortent du palais présidentiel, ils disent que nous disons à 100% que le président... On a même vu même certains chefs aller dire que prenez le banc, on croit que le président de la République... Nous voulons faire du président de la République notre... Lui-même n'était même pas là, il ne croit même pas à vos histoires. Tout dit que soyez un peu lucide. Vous avez vu l'histoire où on a pris une chaise, on raconte des histoires, le président lui-même n'était même pas là. C'est-à-dire vous êtes en train de vouloir mettre quelqu'un, c'est comme si on te dit on te met au pouvoir et tu n'es même pas là. C'est-à-dire qu'on ne croit même pas à leurs histoires. Donc soyez un peu sérieux ces chefs traditionnels. Je prends par exemple le cas Marois Kousseri. On va chuter. Je suis en me renverser. Il faut combien de jours pour quitter de Marois pour Kousseri dans la même région, puisque le RDPC a bien travaillé. Moi je voudrais que Issa Tiroma Bakari et son grand frère s'entendent. Et ça dépendait de moi, le grand frère aussi devait aussi abandonner, parce qu'il a fait son temps. Ministre d'État pour la gouverne des téléspectateurs, ça signifie que lui rencontre au président de la République. C'est un proche qui peut avoir le numéro du président de la République. Il a eu tout dans sa vie. À 34 ans, il était le premier ministre. Il a eu
tout dans sa vie. 34 ans, Bello Bouba Magari a été Premier ministre au Cameroun. Ça veut dire que c'est un homme qui est accompli, il a tout fait. Alors, point, un temps dans la vie, il faut aussi dire, j'ai fait mon temps. C'est vrai que l'autre aussi l'a âgé, mais il peut aussi dire, je soutiens le petit frère. Il peut arriver aussi qu'on soutient le petit frère, ça ne dérange pas. C'est pas parce qu'on est prince, c'est pas parce qu'on a roulé sa bourse que forcément on doit rester champion toute la vie. On peut aussi donner la place au petit frère. Et je voudrais féliciter Issa Tiroma Bakari, qui a déjà le vent en poupe, mais le RDPC fait tout et tout pour diviser les deux leaders qui bénéficieraient. Ou Issa va du côté de Bello, ou Bello va du côté de Issa, mais ça sera bénéfique pour les deux. Nous passons la parole à Alain Douk. Hein. Alain Douk, Bertrand Tchenkam apparemment voit le RDPC partout. Moi j'ai vu là les sages du Grand Nord qui appellent Monsieur Tiroma à se rallier à son grand frère Bello Bouba. Maintenant on a suivi Madame Abega de l'UNDP, dit qu'il faut arrêter avec la manipulation. Bello Bouba aura tout fait pour que son petit frère Tiroma soit avec lui. Maintenant, au niveau de la politique, est-ce que c'est une affaire de grand frère à petit frère? Au niveau de la politique, ce n'est absolument pas une affaire de grand frère ou de petit frère, mais il faut déjà comprendre un tout petit peu. Moi, je vais expliquer le phénomène. Alors, regardez la zone du Grand Nord, comme on veut bien l'appeler. C'est une zone caractérisée par une certaine féodalité, un certain patriarcat. Il y a une logique de caste. Alors, lorsqu'on parle des sages, donc c'est l'élite. On pourrait dire que c'est une certaine élite. Elle peut être spirituelle, religieuse, traditionnelle, etc., qui appelle, dans un contexte où la société est celle des castes, quelqu'un d'inférieur à se soumettre à la logique sociale et culturelle de l'ère en question. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on dit, bah, tu ne vas pas venir discuter, toi, comme ils ont bien voulu le dire, fils d'esclave, ou je sais pas moi quoi, avec quelqu'un qui en... Est-ce que c'est pas insultant? C'est là où je veux en venir. Est-ce que c'est pas frustrant? C'est insultant, d'autant plus que nous sommes en république. Il faut faire un choix. Si on est en république, tout le monde devrait être au même niveau. Et même quelqu'un qui vient de la basse devrait avoir des prétentions présidentielles. Ça, la loi fondamentale de ce pays le lui accorde. Alors, mais là, il faut essayer d'expliquer le phénomène culturellement pour comprendre dans ce qui se passe et se trame derrière l'action de ces sages. Ils veulent que l'ordre social établi, l'ordre patrimonial, culturel, traditionnel établi soit préservé. Vous avez dit tout à l'heure que Bertrand Tchenkam voit le RDPC partout. Je le regrette, peut-être que moi aussi je finis par le voir partout. Parce que moi, le RDPC vaut un... Non, je m'explique. J'ai toujours dit que ces deux anciens cadres de la gouvernance par alliance du RDPC sont des oppositions contrôlées. J'assume et je le répète. Et je dis que leur positionnement dans cette élection relève d'une ingénierie politique subtile du RDPC. Et ça, c'est à saluer. Vous savez, en politique machiavélique, ce qui compte, en bout de compte, c'est quoi? Ben, c'est les faits, hein. C'est-à-dire que c'est la fin qui va justifier les moyens. Et là, on constate qu'au travers de cette confliction, créée finalement, cette opposition entre ces deux grandes figures du grand septentrion, qui ici finalement, elle, avait été une réelle opposition et fédère, et aurait un pouvoir de mobilisation qui ferait très mal au RDPC. Mais justement, non seulement c'est une ingénierie politique du RDPC qui les a poussés dans cette campagne, mais ensuite, c'est même toujours cette ingénierie politique très subtile, sournoise, machiavélique et percutante du RDPC qui va les maintenir jusqu'au bout, vous le verrez, divisés. Parce que c'est ça l'enjeu. Tant que ces gens sont divisés, ben, ce sera plus difficile de battre le RDPC. Donc, en réalité, finalement, c'est le RDPC qui a salué, hein, le régime qui a salué dans cette confliction qui n'arrête pas de perdurer et qui nous donne l'impression de ne pas pouvoir immédiatement trouver solution. Sur le plan politique, justement, Alain Douk, est-ce que c'est pas de bonne guerre? Non, c'est de bonne guerre, justement. Le RDPC n'est pas dans son rôle. Et c'est pourquoi, les adversaires. Non, c'est pour ça que j'ai dit. Ça ne fait pas partie de la stratégie politique. Et justement, j'ai utilisé le mot. J'ai dit que ça relève d'une dialectique hegelienne du RDPC. C'est bien pensé. Maintenant, il faut donc que les Camerounais aient la maturité intellectuelle et le sens politique requis pour la lecture de la situation et comprendre qu'en réalité,
il faut faire sans ces gens, réorienter les choses en ne tenant pas de ces gens et orienter justement les intentions de vote vers d'autres candidats avec d'autres types de programmes. Il y en a et on ne veut pas faire attention à eux. Vous voyez que là maintenant, tout le monde, même dans les médias, a capitalisé sur les deux personnalités en question, notamment la tête de proue, Bello, je veux dire Issa Chiroma, dont tout le monde parle, n'arrête pas de parler. Or, pour moi, ce candidat n'est pas crédible. Il n'est absolument pas crédible. Il faut faire la politique autrement. Il faut comprendre les enjeux politiques. Merci. Et je dis que si on veut faire une rupture avec le régime du renouveau, ces deux messieurs ne sont pas les hommes de la situation. Parfait. Est-ce que tu sais qu'il y a une espèce d'expression dans le champ politique camerounais, pour ceux qui le maîtrisent, qui dit que Bello Bouba Maïgari et Paul Biya sont des frères d'une autre père, d'un autre père et d'une autre mère. Oui, ils sont mais attends, il y a une époque où Bello Bouba Maïgari était réfugié au Nigeria, et c'est Paul Biya qui va aller le prendre et qui va prendre soin de lui, de restaurer. Les Camerounais sont des frères. Non, je te rappelle donc un élément historique parfait. À un moment, il a fui, et sous la première République, il s'est retrouvé au Nigeria. Et quand vous allez fouiller, vous allez vous rendre compte que le président de la République, Paul Biya, a fait montre d'une certaine mansuétude à l'endroit de Bello. Et à moins d'être, je sais pas moi, quelqu'un d'ingrat, il y a des choses dont on ne se coupe pas comme ça. Donc je suis sûr que même psychologiquement il est toujours dans une espèce de reconnaissance, il est sous la férule. On va lire quelques messages. Sous l'emprise de on va lire quelques messages très rapidement. Cela ne nous arrive pas tous les matins à lire rapidement les messages. Bonjour monsieur le modérateur. J'aimerais ici vous dire que l'appel des sages dont vous faites allusion est sans objet, étant donné que ce sont les mêmes sages et qui ont fait le défilé au palais. C'est un discours qui n'a pour but que de continuer à diviser les opposants. Et d'ailleurs, Bello, lui, est plus proche du parti au pouvoir que de l'opposition à mes yeux. Il est l'opposant le moins crédible. Et ne soyez pas surpris que d'ici peu, il renonce à sa candidature pour soutenir le parti au pouvoir. C'est Ahmed depuis Ngaoundéré qui envoie cette contribution. Bonjour Monsieur Parfait, ici, bonjour Perfecto. Une bonne partie de Camerounais reproche à certains de nos chefs traditionnels de faire un choix public envers le candidat Paul Biya. Les sages du Grand Nord devraient donc s'abstenir de faire également un choix public envers l'un ou l'autre candidat de l'opposition si nous sommes en République. Les sages, par respect des peuples pour lesquels ils sont des gardiens, devraient être neutres. Un fils du littoral. Bonjour Parfait Haïti, je suis fan de l'émission Espace Miné par rapport à la thématique du jour que les sages là laissent. C'est monsieur Bouba Bello qui a fait que nous ayons pas une vraie démocratie chez nous. C'est plutôt lui qui doit se mettre derrière son petit frère Issa Chiroma. C'est très compliqué pour vous, Madame Abega. Bonjour Parfait, ici que les sages qui se disent du Grand Nord cessent de stigmatiser le candidat Issa Chiroma en faveur de Bello Bouba et qu'ils disent prince. Tous les peuples du monde ont été en quelque sorte des esclaves d'une quelconque ethnie. Ce que nous voulons, que chaque candidat convainc les Camerounais avec un programme fiable et dépourvu de toute duplicité, qu'on cesse de raconter du n'importe quoi sur le dos du Grand Nord. Que chaque candidat prouve de quoi ils sont capables, un révérend pasteur du Grand Nord. Alors, plus 49, c'est un message de l'Allemagne que dit ce téléspectateur. Bonjour, Perfectro, le grand Manitou, des palabres modératrices et apôtres, des conciliabules absurdes. L'éventuelle désaffection fut-elle feutrée des sages septentrionaux à l'endroit de l'inénarrable maître est-ce conciliabule mystériel que l'on a naguère sommé de suivre Bello Bouba pourrait, si l'on ose ce paradoxe, s'avérer un ferment de recomposition paradigmatique au sein de l'architecture politico-administrative camerounaise. En se délestant d'un compagnonnage désormais lesté d'obsolescence. Vraiment, le français est compliqué.
J'espère qu'on comprend ce que le monsieur dit. Hein. Ces figures tutélaires ouvriraient un espace de métabolisation des loyautés régionales, propice à l'irruption de subjectivités inédites et à la dilatation d'un champ démocratique trop longtemps sclérosé par l'immutabilité des réseaux clientélaires. Je continue. Ce retrait, loin de n'être qu'un épiphénomène conjoncturel, constituerait ainsi une césure opératoire susceptible de redonner l'équilibre des forces et de reconfigurer dans une perspective quasi palingénésique les paramètres de la représentativité nationale. C'est signé Roger. Hein. Roger a fait fort. Quoi. Beaucoup de gymnastique littéraire. Bravo. Merci. Hein. Un autre message. Hein. Bonjour au grand perfecto ainsi qu'à ton riche panel. Juste pour vous tirer un coup de chapeau pour le travail titanesque que vous abattez tous les jours sur Espace Miné au point de me bloquer à la maison jusqu'à 11h53. C'est Tibidi Sévérin, inspecteur des impôts, dit fils des Bomzout dans l'arrondissement de voilà, vous êtes en direct sur Info TV. Vous faites bien de regarder la télé. Et nous repassons la parole à Alain Douk ce matin au pas de course pour la dénonciation de ce mercredi. Vraiment au pas de course. J'avais prévu une dénonciation, je la change immédiatement parce qu'il s'est passé quelque chose ce matin en venant ici et j'ai failli arriver en retard. Parfait. Vous voyez, il y a eu un regroupement grégaire là quelque part et puis il y avait une marée de personnes au centre-ville. J'étais obligé le taxi m'a déposé. La poste centrale et j'ai dû marcher de poste centrale pour les eaux avant d'avoir à nouveau un taxi pour Info TV ici à Ifoulane. De quoi? Il y avait des gens là certainement à qui on paye 2000 francs pour venir crier haut le nom de quelqu'un qui ont envahi la chaussée. C'était ingérable. Il y a eu une longue file, un blocus de véhicules à tel point qu'il y a toute une voie finalement où il n'y avait plus de véhicules et tout le reste là-bas de l'autre côté sur la deuxième voie était totalement stationné, etc. Un blocus de bon matin, à un moment où des gens doivent aller au travail, où il y a des urgences, où il y a peut-être des médecins, des professeurs de médecine, etc., qui ont des devoirs qui sont relatifs à la préservation des vies, etc. Et des gens qui pourraient prendre des blâmes parce qu'ils vont arriver en retard et le patron ne va pas forcément comprendre qui sont arrivés en retard du fait qu'il y a eu un blocus et dans le trafic et qui n'avaient rien à voir avec eux-mêmes leur volonté. Donc c'est un peu ça, on ne comprend pas comment on peut être dans une république et on ne peut pas organiser des choses de telle sorte que pour ce genre d'événements ou d'activités, on le fasse dans des endroits un tout petit peu excentré, de telle sorte que un endroit comme la poste centrale, quand même, pour un jour comme celui-ci, c'est pas une fête nationale, puisse être le plus fluide possible. Moi, je n'ai pas compris ça. Or, vous savez déjà qu'il y a énormément de goulots, de bouchons dans la ville en raison d'un certain nombre de travaux. Hein? Travaux sur la voie, etc., des travaux de réfection des routes liés certainement à la campagne ou je sais pas quoi. Donc c'est un peu ça. Nous ne savons pas si c'est lié à la campagne. Hein. Donc on passe la parole au professeur Claude Noubissier. Alain pose un problème réel. Hein. C'est vrai que ce matin, pour lui, c'était très grave, mais nous élargissons un peu le débat. Cette affaire où nous bloquons les routes n'importe quand, n'importe où et n'importe comment, est-ce que cette affaire n'a pas de graves conséquences sociétales? Oui, disons que je vais poser une petite question à M. Alain Douk. Il s'agissait de quoi qui on a barré. Peut-être qu'Alain Douk n'a pas voulu aller dans les détails. Hein. Non, moi, je veux pas donner des détails, mais je peux te rassurer qu'il y avait près de 2000 personnes, là, comme ça. Voilà, organisées en carré. Et ce n'était pas interdit par l'OMINAC. Voilà. En fait, je vais juste répondre à votre question pour dire ceci. Vous savez, la politique, appartient normalement à une certaine élite.
c'est-à-dire les gens qui ont traversé un ensemble de niveaux dans la vie et qui font la politique pour challenger, la politique de l'audace, la politique du courage. Malheureusement, le contexte africain et notre contexte particulier fait que certaines personnes ont besoin d'une autre forme d'image pour se sentir aimé. Et ça témoigne de ce que nous observons. Mais malheureusement, l'analyse psychosociale que nous pouvons faire est simple, c'est que si les gens ont du temps à aller attendre quelqu'un pendant 2, 3, 4 heures, ça montre qu'il y a un problème d'employabilité. Ça montre qu'il y a un problème d'occupation. Les gens ne sont pas occupés. Parce que si on m'appelle Mondoubi d'aller attendre quelqu'un, ça, je ne peux pas y aller parce que j'ai des choses à faire. Bon, pour dire qu'il y a un problème, parce que la visibilité qu'on a au niveau national et extérieur, c'est que si les gens laissent des occupations, et ça dit des occupations ne sont pas utiles, ça dit que les gens ne font vraiment rien. Ça dit que ceux qui voient ces images-là doivent comprendre qu'il y a un problème d'employabilité, un problème de chômage au Cameroun. Et autre chose également, c'est que nos mentalités sont restées un peu stagnantes. Elles n'ont pas évolué. On n'est plus à cette ère où quand le chef voyage, il rentre toute la population. Bon, c'est pas si c'était le chef qui a voyagé, mais depuis... ça n'avait rien à voir avec le voyage, voilà. C'est ce matin. Le chef a déjà voyagé. On n'a pas besoin de ça. Apparemment, vous voyez ce chef partout. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin, parce que le plus souvent, il faut comprendre la réalité. Après le 26, je pense que c'est à partir du 26 qu'il y aura le début, du 27, le début de la campagne. Les gens doivent... C'est samedi, hein? Voilà. C'est à partir de samedi. Le samedi, bon. Les gens doivent s'attendre à ce que des dispositions de gestion infrastructurelle soient prises pour que nous sortions des bouchons. Parce que si les gens n'organisent pas ces campagnes, ça va être invivable à Yaoundé. C'est donc pourquoi votre émission est la bienvenue dans le sens de rappeler aux gens que pour des activités de campagne, elles sont de préserver l'activité, les activités commerciales, les activités sociales qui se font dans notre espace tous les jours. C'est donc pourquoi il n'est pas prudent que les gens, même s'ils ont une autorisation, viennent barricader, viennent barrer les routes pour n'importe quel type d'action. Et il va falloir maintenant que ceux qui sont porteurs de ce projet sachent que ces genres d'activités peuvent se faire dans les lieux retirés, dans des stades par exemple, dans des environnements vraiment qui ne vont pas perturber le rythme de vie du Cameroun, parce qu'on en a besoin. Notre niveau de vie a besoin que nous travaillons dur. La seule seconde qu'on perd à un Camerounais est préjudiciable. C'est capital. Extrêmement capital pour la vie de la nation. Rodrigue Adalbert Evinance, Alain Doug l'a dit tout à l'heure, peut-être que vous irez probablement en profondeur. Les personnes, certaines qui sont bloquées par ces activités-là, ces personnes ne peuvent plus aller au boulot. On prend l'exemple des médecins qui peuvent être appelés en urgence pour une intervention à l'hôpital, parfois des interventions chirurgicales. Et il y a des femmes qui sont bloquées dans des voitures alors qu'elle est déjà en travail. Elle doit absolument accoucher, peut-être dans les minutes qui suivent. Il y a des cas de maladies graves. Est-ce qu'une société comme la nôtre a perdu tout humanisme? Mais, parfait, ici, le problème de notre société est celui de ce défaut de culture, n'est-ce pas, de respect pour la chose publique. Parce que quand on parle de la chose publique, c'est la chose de nous tous. Nous sommes encore guidés par des attitudes agricoles, forestières, villageoises, que je ne comprends pas du tout à notre temps. Mais il y a des familles à Yaoundé qui confisquent toute une route parce qu'il y a des... Vous comprenez? Ça veut dire que, bon, on a perdu le patriarche tel, bon. Et si vous vérifiez très bien, vous verrez que c'est des individus qui ont bradé tous les terrains et ils pensent que la route publique, ils peuvent, n'est-ce pas, gérer les obsèques du patriarche sur la route publique et la coupe. Parce qu'ils sont allés donner l'argent peut-être un sous-préfet, c'est pas trop quoi. Vous voyez un tout petit peu. Mais les conséquences sont celles qui sont présentées, effectivement. On oublie qu'on prive d'autres citoyens, justement, d'exercer leurs droits, d'aller au travail, de vaquer à leurs occupations tranquillement. Moi, je ne vais pas revenir ici. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses changent. À l'époque, quand le président de la République voyageait, c'était terrible. C'était grave. Pendant toute une journée, ou presque 2 jours. Parce que ce que les gens oublient, c'est que les Camerounais lambda qui sont parfois méprisés
par la haute république ne sont pas nourris par la haute république. Chacun a besoin effectivement d'aller mener sa petite tâche quelque part, d'aller se battre. Alors, pour mettre quelque chose sur la table de ses enfants en soirée. Mais donc, pour dire que ces attitudes ne sont pas bonnes, il faut qu'on inculque aux Camerounais la notion du respect de la chose publique. On ne peut pas confisquer une route publique pour célébrer des louanges à des individus, pour célébrer les obsèques des individus. Bon, je respecte les morts. Nous tous, nous allons mourir. Mais il ne faut pas que, dans ce sillage-là, que des frustrations naissent de là, parce qu'on a voulu trop faire honneur à telle ou telle personne. Et il faut que cela commence aussi par le commandement territorial, souvent qui autorise tout quand ça lui plaît, et qui interdit tout quand ça lui plaît également. Bertrand Tchenkam, n'y a-t-il pas une réglementation en la matière? Comment bénéficier de ces avantages-là? Comment faire pour qu'on puisse couper une route? Et peut-être pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, ils ne comprennent pas très bien la situation. Hein. La poste centrale à Yaoundé au Cameroun, c'est le poumon de toute la ville. Et dès qu'on a coupé la poste centrale, toute la ville est asphyxiée. Vous savez, la seule certitude avec le régime RDPC, c'est l'incertitude. Le fait Nelson Mandela de regretter mémoire disait que être libre, c'est pas seulement le fait d'avoir été débarrassé de ses chaînes, c'est respecter celle de l'autre dans la dignité. Le général de Gaulle en 1958 disait que indépendance ne veut pas dire liberté. Pour simplifier la compréhension des communs des mortels, être libre, c'est être responsable. Est-ce que le régime du renouveau est responsable? Je dis encore non. Vous savez pourquoi le cou du roi avait été tordu en France à une certaine époque? Parce qu'on avait confondu, le roi avait confondu la chose publique, la chose privée. Et en France, à cette époque, avant la prise de la Bastille, il n'était pas normal pour un pauvre de manger du pain. Et à la prise de la Bastille, on a tordu le cou du roi. Et les 5 dernières secondes qui lui restaient à vivre, on a montré au public pour qu'il se souvienne qu'il avait tout confondu. Et Jean-Jacques Rousseau, qui était exilé en Angleterre, est revenu en France. Il a mis sur pied le contrat social où ministre veut dire servir, pas servir et se faire servir. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que le président de la République, quand il sort du palais de l'unité, il va à Simalène? Mon grand frère qui a sa boutique en Vormbi ne peut plus vendre toute la journée. On doit chasser même les cornets pour les canards. Parce que le président passe. Vous croyez que, bon c'est vrai, c'est la plus haute institution de notre pays. Mais on ne va pas quand même tuer les rats, les souris, les canards parce qu'ils passent. Parce que quand on passe à la poste centrale, quand on coupe la poste centrale... Est-ce que ce ne sont pas les avantages dus en Oui, je suis en train de vous dire que liberté chez nous veut dire libertinage. Et quand on coupe la poste centrale, il y a une division. Si vous parlez du chef de l'État, est-ce qu'il n'a pas droit aux honneurs? Il a droit aux honneurs. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire des échangeurs pour que la République ne soit pas coupée, ne soit pas la République ne soit pas prise en otage. Vous imaginez, moi je travaille en Guaïkélé. Je vais traverser la poste, on me dit, le président passe. Et ce qui est curieux, c'est qu'il ne passe pas rapidement. Hein. Il faut dire, hein, 3 heures plus tôt, vous êtes déjà bloqué. Bertrand Tchenkam, restons au niveau de la dénonciation. Ce matin, ce n'est pas le président qui passait. Vous voyez un tout petit peu. J'étais un peu je vais revenir dans le sujet. Je vais éviter d'être hors du sujet. Voilà. Pas hors sujet, mais hors du sujet peut-être. Non, mais ça fait pas de phénomène. Oui, c'est la même chose. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui qu'on coupe la poste centrale. On a tellement été zombifiés que parfois on pleure. Alors, je reviens maintenant sur la dénonciation du jour. Qu'est-ce qui peut expliquer que dans mon quartier ce matin, j'ai dû marcher à pied parce que quelqu'un est arrivé parce que son grand-père décédé. C'était le plus grand-grand-père de toute la République. Et il bloque la route. Le maire témoin, le sous-préfet témoin. Tout le monde entier doit s'arrêter parce que son grand-père décédé. Mon Dieu, le mien est mort, ça fait 50 ans. Je ne suis pas... Non, je perds son âme. Mais en réalité, on ne doit pas bloquer la route parce que la route est un bien public. Voilà. Tout le monde doit passer sur cette route. Est-ce que la loi permet qu'un individu bloque la route parce que son grand-père est décédé? On doit danser, on doit bloquer. Les gens sont obligés de contourner. Les médecins ne peuvent pas aller à l'heure et tout le monde est bloqué. Je prends le meeting du RDPC. Pour chuter. Quand les opposants veulent manifester leur ras-le-bol, on dit non, vous n'avez pas l'autorisation. Mais eux, ils ont toujours l'autorisation, curieusement. Et ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'étais dans mon quartier, j'ai vu un truc du RDPC. On a bloqué toutes les rues. Vraiment, il fallait marcher à pied. Je vois des gens, ils commandaient 2 000 francs, le pain sardine. J'ai dit, ça c'est quelle forme d'esclavage? J'ai dit tout à l'heure que Sankara, Thomas Sankara disait, l'esclave qui refuse de sortir de sa servitude ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Merci. Hein. Madame Abégar, quel est le regard que vous jetez sur ces routes qui sont bloquées n'importe comment? Mes prédécesseurs ont tout dit. J'ai subi le même sort que ce matin que Alain Douk.
j'ai même dû envoyer le message, je ne sais pas, c'est dans le téléphone de qui, même au PDG, que je suis bloqué au niveau de... Bon, c'était pas encore à la poste parce que nous avons dû contourner... C'était un événement et entré au RDPC? Bon, je sais pas, j'ai pas vu les plaques, mais je crois que c'était ça, puisque ce sont eux qui sont autorisés. Vous n'avez pas vu des plaques, mais vous croyez que c'était ça? Il n'y a que le RDPC qui a l'autorisation de manifester. Vous pensez qu'il y a un autre Quelle mobilisation un autre groupe social peut immobiliser la poste centrale, le poumon de la République, sans que le shérif, le Moulinex ne sorte pour vous dire que vous ne pouvez pas. C'était encadré par les forces de l'ordre. Je suis descendu de la voiture, j'ai bien regardé. Donc, ça, ce sont des... Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est la dépravation. Parce qu'il y a quelques semaines, j'ai fait 6 heures de temps entre Edea et Douala. Incroyable. Donc, celui qui est parti de la France est arrivé au Cameroun avant moi, alors que j'étais déjà à Edea. Et surtout que Paris-Douala, c'est 6 heures de temps. À cause de quoi? À cause du fait que les gens font tout comme ils veulent. Est-ce qu'il fallait attendre septembre 2025 pour penser qu'on devrait mettre le Cameroun dans les grands chantiers? Non, on a eu beaucoup d'années pour faire les grands chantiers. Le prétexte, c'est qu'on est en train d'arranger les routes. Et imaginez-vous, ce n'est pas le cas isolé. Yaoundé est paralysé. Il y a des axes. Finalement, alors, Madame Abega, qu'est-ce que vous voulez? Lorsque les routes sont amputées, nous venons sur ces mêmes plateaux pour décrier. Nous décrions. Mais le problème, c'est quoi? Vous maintenant, lorsqu'on arrange les mêmes routes, vous revenez encore sur ces mêmes plateaux pour décrier. On a planifié les chantiers routiers. C'est en 2025. Des omelettes sans casser les œufs. Est-ce qu'on a planifié les chantiers rien que en 2025? Ça c'est ils appellent ça la campagne. Madame Abega, vous voulez des bonnes routes ou bien vous ne voulez pas? C'est quelle bonne route? Ça c'est le bricole. Ils sont en train de bricoler. Oui, bricole. Est-ce qu'il a fallu attendre septembre ou bien... Est-ce qu'il y a un timing particulier? Il y a un timing puisque les projets sont planifiés. Pourquoi on a seulement attendu 2025? Vous préférez qu'on arrange les routes en février? On devait arranger les routes depuis 7 ans. Depuis 43 ans, on devait arranger les routes. Quelqu'un vous a parlé... mon président national rentre, il est rentré de Kousséri l'autre jour. Imaginez-vous que dans un pays, vous voulez voyager. Vous voulez voyager à l'intérieur du Cameroun. Vous prenez Camerco qui vous dit d'abord que les vols sont décalés et puis vous arrivez d'abord à N'Djamena. Vous arrivez à N'Djamena. Vous sortez du pays avant de revenir au Cameroun. Pourquoi on n'a pas fait l'aéroport à Kousséri? Pourquoi on n'a pas arrangé la route Maro à Kousséri? C'est vrai que Bello Bouba lui-même, il gère depuis une quarantaine d'années. Mais ce n'est pas lui qui fixe la politique du pays. Et Maro à Kousséri, c'est au moins 20 000. C'est pas lui qui fixe. Il était Premier ministre. Ce n'est pas lui qui fixe la politique. Même si tu es Premier ministre, c'est le président de la République qui fixe la politique de son pays. Ah donc, il ne peut pas être comptable de ce qui se passe. Et puis, je vais vous dire que ce n'est pas lui qui fixe la politique. Il subit la politique du pays. Il subit le cahier des charges qu'on lui a donné. Et il n'a jamais été ministre des Travaux publics. Et vous n'allez pas dire que si les routes ne sont pas arrangées, c'est pour cela que vous avez fait les états généraux. Ils ont fait les états généraux. Ils ont fait les états généraux. Même enlever les ordures, ont fait les états généraux. On va passer la parole à c'est vrai que je ne reconnais pas Madame Abega ce matin. Peut-être parce que la campagne approche. Madame Abega est très nerveuse ce matin. Elle défend son bifteck. C'est son heure de gloire. Alain, quelles sont les solutions que nous pouvons proposer ce matin pour qu'on ne puisse plus avoir ce genre de désagréments sur la voie publique? Mais déjà, il faut arrêter. S'il y a de telles manifestations, allez les faire à la périphérie. On a encore quand même... on peut aller là-bas vers soir, je sais pas moi. Ou il y a des orienter les gens à l'intérieur du stade, ou je sais pas moi quoi, mais dans un lieu aussi stratégique que la poste centrale, ça peut pas le faire. Il faut être sérieux. Quand on dit ça, que vraiment, est-ce que nous sommes un pays sérieux, on te dit non, tu exagères et tout. Est-ce que c'est sérieux ça, ce que j'ai vu ce matin-là? C'est terrible. Les manques à gagner économiques là, qui va rembourser les gens? Quand vous mettez à mal leurs activités, leurs agendas et tout ça, personne ne va venir en soutien par la suite. Il faut qu'on soit sérieux. Et là, moi, puisque les autres ont tellement dit des choses, je ne vais pas revenir sur ce qu'ils ont dit, mais je pose quand même la question de ces Camerounais qui viennent quand même là de bon matin comme ça, marcher, et les turiféraires là comme ça,
les crieurs de nom des gens. Ah mon Dieu, ça c'est ça c'est l'effet de la pauvreté. La famille est un danger. Parfait. Nous on a connu tout, hein, des gars et des familles. Et je peux les comprendre. Parce que quand on a déjà tellement précarisé les gens, etc., tu sais que non, ta pitance de la journée dépend du volume du cri que tu n'as pas le choix. Tu viens là ce jour-là et tu cries comme ça pour le nombre d'heures. Le jour, il faut passer à péter la chambre de 2000. À la fois, on te donne ton petit jus en 2000, la journée est c'est triste. Nous allons lire quelques messages. C'est vrai que j'ai un petit souci avec mon micro. Pas bien. Je pense qu'on va d'abord prendre une transition. À tout de suite pour la suite. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel. Nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus. Rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel. Nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. L'université qui garantit un emploi avec ses... Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel. Nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. C'est nous qui disons. Merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre grosse production Espace Miné. Et nous recevons encore ce matin Monsieur Kaya Aliou. Bonjour.
Bonjour Monsieur Parfait, bonjour à tous vos panélistes, bonjour à tout le personnel de Downstream Consulting, bonjour particulier au président directeur général de Downstream Consulting, Monsieur Patrice Mbala. Vous l'avez compris, ce matin, nous parlerons des activités de cette structure, Downstream Consulting SA. Que fait cette structure? Alors, Downstream Consulting SA est une entreprise camerounaise créée en 2004 avec son siège social basé à Douala et des filiales un peu partout dans la sous-région, dans les pays tels que le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo. Parlant justement des activités que mènent ces structures, hier nous évoquions déjà la situation, c'est-à-dire la protection de l'environnement. De manière concrète, quelle est l'expertise que vous apportez dans ce domaine au pays? Alors, concernant la protection de l'environnement, Downstream Consulting fait dans la réalisation des études d'impact et audits environnementaux. Downstream Consulting fait également dans la réalisation des études de danger assorties des plans d'urgence et le contrôle, expertise et vérification des appareils à pression de gaz et à pression de vapeur. Nous rappelons que Downstream Consulting ne fait pas uniquement dans la protection de l'environnement, mais également dans d'autres métiers, tels que le conseil dans le secteur pétrolier aval, où nous accompagnons les entreprises dans l'implantation et le dimensionnement des stations-service. Nous les accompagnons également dans l'optimisation des réseaux des stations-service existants et la gestion en mandat de ces stations. À côté du conseil dans le secteur pétrolier aval, Downstream Consulting possède également un centre de formation agréé par le MINEFOP où nous formons le personnel dans les métiers de station-service tels que les chefs de station, les pompistes, les graisseurs, les hôtesses et même les attachés commerciaux. Nous formons également en sécurité, santé au travail. Downstream Consulting fait également dans le placement de personnel temporaire. Nous mettons à disposition des entreprises un personnel qualifié, formé selon leurs standards et exigences. Pour conclure, Monsieur Kaya Aliou, je souligne que vous serez en fête demain. Effectivement, demain le 25 septembre, Downstream Consulting organise une cérémonie de remise de médailles à ses employés du côté du Palais de Congrès. Du côté du Palais de Congrès, ils seront à peu près combien? Après, à peu près 300 récipiendaires. 300 récipiendaires pour le travail bien fait. Effectivement. Vous en faites partie? Pas encore. Ça va arriver. Bientôt. Il faut garder la foi. D'accord. On dit donc merci ce matin à Monsieur Kaya Aliou et surtout nous disons merci à Downstream Consulting SA pour tout ce que cette structure fait au pays en matière de la protection de l'environnement. Pour ne prendre que ce cas, merci et à très prochainement et bonne fête pour demain. Merci, merci. Une touche pause s'impose.
Avant de prendre cette autre lecture des nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde, nous allons souligner que pour ce qui est de Downstream Consulting SA, il faut donc retenir qu'on aura une diffusion de leur documentaire ce soir sur Info TV à partir de 19h30. Donc prenez le rendez-vous ce soir à partir de 19h30. Vous aurez un documentaire de Downstream Consulting SA. Lorsque nous avons dit cela, nous avons ces contributions. Bonjour Perfecto, ainsi qu'à ton plateau. C'est Chiroma qui est l'aîné de Bello Boba et non l'inverse. C'était là quand ils sont nés. Il y a au moins 4 ans de différence. Je me dis que vous êtes trompé. Bonjour Perfecto, le Léopold Bessiping de la modération. Bessiping est un homme très intelligent. Un autre message ce matin, que dit ces téléspectateurs du plus 33, c'est la France. Bonjour très cher Perfecto, l'émeraude de la modération. Je tiens personnellement à dénoncer les déclarations inconsidérées et dénuées de fondement qui sont souvent proférées. Il est important de noter que même en Europe, il arrive que des manifestations et des blocages soient organisés par l'opposition ou les pouvoirs publics, perturbant ainsi la circulation publique. Récemment, on a pu voir le président Emmanuel Macron s'est déplacé à New York, une ville pourtant réputée pour son infrastructure routière efficace et non pour ayant des problèmes de circulation. Au Cameroun, les partisans de Bello Bobson ont provoqué des perturbations importantes dans la ville de Ngaoundéré. Par ailleurs, il est utile de rappeler à Bertrand Twinkam que la durée du vol Paris-Douala n'est plus de 6 heures en raison des restrictions de vol imposées aux Européens dans les espaces aériens du Mali, du Niger et de la Guinée. Il est intellectuellement malhonnête de comparer des modes de transport aussi différents qui varient en fonction de l'heure et de la vitesse, sans tenir compte de ces facteurs contextuels. C'est Dr Fabio Tama. Un autre message ce jour. Bonjour le panel. Perfecto, s'il vous plaît. Dites à la dame de l'UNDP qu'ils sont mal placés pour critiquer le RDPC, car hier, ils ont été ministres du système de 43 ans au pouvoir. C'est Onana depuis Douala qui envoie cette contribution. Bonjour parfait et à ton panel, s'il vous plaît. Dites à la militante de l'UNDP de ne pas tomber dans le jeu du RDPC. L'UNDP gagnerait beaucoup en s'alignant derrière Chiroma, qui est le seul qui a accepté mettre son ego de côté pour le bien du peuple. Vivement que l'UNDP lève le doute en rejoignant Chiroma. C'est Francis Donkolbison qui envoie cette contribution. Je vous amène au plus 39, c'est un message de l'Italie. Bonjour Gilo depuis l'Italie, le chouchou des modérateurs. On n'a pas d'opposition au Cameroun. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Un autre téléspectateur nous dit ceci. Bonjour au modérateur Perfecto. Pour moi, qu'il se rallie ou pas, il faudrait que les citoyens accomplissent leur devoir en allant voter. Et puis le fait que M. Chiroma ou M. Bello Boba sont toujours entourés par une forte mobilisation de la population ne veut rien dire. Moi, je suis étudiant. Je me rappelle l'élection de notre délégué de salle. Une dame s'est représentée pour être candidate. Tout le monde criait oui, oui, c'est elle qu'on veut. Et au moment du vote proprement dit, à peine 20 étudiants l'ont voté sur 900 étudiants. C'est Maloumé depuis Ngaoundéré. C'est vrai en plus. Un autre téléspectateur dit ceci. Bonjour parfait à ici, bonjour. Bonjour à ton panel. Il est très excessif et de prendre sur lui de traiter les chefs de Bonarien. Oui, je pense que nous avons dit sur ce plateau qu'on ne peut pas accepter ça. Voilà, traiter les chefs traditionnels de Bondarien. C'est un avis, c'est vrai, mais les chefs sont des êtres humains qui ont un avis à donner, comme l'évêque de Yagua, qui n'a jamais traité de sorciers et de partisans. Je veux qu'il dise un mot à l'endroit de cet évêque. J'attends sa réponse à ma préoccupation. À mon avis, Chiroma doit être vomi, car il n'a rien fait pour sa région d'origine. Les Camerounais de cette ère ne sont pas dieux.
UP. Pour lui, Paul Biya n'est plus le soleil, mais la nuit, ouais, quel mensonge à ciel ouvert. C'est Franck de Bokito qui nous envoie cette contribution. Lorsque nous avons dit cela, étant donné que nous sommes sur mercredi diaspora, nous faisons justement un tour du côté de cette diaspora-là en mettant en exergue, entre guillemets, quelle peut être la contribution sur l'élection présidentielle et qui se tiendra le 12 octobre prochain. Présidentielle 2025 au Cameroun, quelle peut être la contribution de la diaspora? C'est notre problématique de ce matin. Je commence par le professeur Claude Noubissier, vous qui avez appartenu à cette diaspora à un moment donné de votre vie académique. Quelle peut être la contribution de ces Camerounais de l'étranger? La contribution de ces Camerounais, elle peut être visible, elle peut être réelle, elle peut apporter, elle peut impacter sur les élections, si et seulement si le processus gagnait d'une très forte transparence. Parce que le contexte camerounais fait qu'on a du mal à souvent se prononcer sur la qualité et la quantité des votes, ainsi de suite. Bon, notre diaspora a ceci de particulier, c'est qu'elle est subdivisée en deux. Il y a une diaspora qui s'occupe avec rigueur de la famille et des personnes qu'elle a laissées ici. C'est une diaspora qui a du poids et qui a de l'influence. Même si parfois, ce n'est pas cette diaspora qui construit les entreprises, mais c'est une diaspora qui prend en soin les proches laissés ici. Et visiblement, ces proches leur faire allégeance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, leur voix compte. Parce que souvent, vous êtes même en réunion familiale, on suspend la réunion pour écouter les gens de dehors. Parce qu'ils sont plus importants que ceux de l'intérieur. Du fait de leur participation à la modification, à la transformation du rythme et du niveau de vie des gens. Et les gens ont besoin de voir le niveau de vie être modifié favorablement. Bon, cette diaspora-là peut avoir vraiment un impact en faisant des déclarations de vote qui peuvent vous porter. Il y a également une autre diaspora qui n'a pas d'écho parce qu'elle a rompu, elle ne s'intéresse plus à celle qu'elle a laissée ici. Cette diaspora ne peut pas avoir une influence sur l'acte de voter, sur l'acte politique au Cameroun. Mais disons-le avec acuité, le mouvement peut venir de l'extérieur. Moi, en tant que psychologue, parce que je suis spécialiste du changement de comportement. Et de quelle manière? Je suis spécialiste du changement de comportement. Les changements, vous allez observer chaque fois que quelqu'un a traversé le Cameroun, qui est allé à l'extérieur du Cameroun et qui a vécu un certain nombre d'avantages à l'extérieur du Cameroun, se rend compte qu'il y avait un problème au Cameroun. Moi, je prends un cas. Vous quittez le Cameroun, vous allez à l'extérieur, vous allez dans un hôpital. Oui. Si vous avez juste votre numéro de sécurité nationale, de sécu, on vous traite au même titre qu'on traiterait un ministre. Alors, les gens comprennent que non, c'est différent, pourquoi pas? Et c'est pourquoi beaucoup de ceux-là, lorsqu'ils font une comparaison, ils vont s'opposer au régime actuel. Bon, leur opposition au régime actuel n'est que naturelle, n'est que du fait qu'ils s'opposent au style de vie. Ils font une comparaison du style de vie. Le style de vie ici au Cameroun, le style de vie là-bas, ils se disent pourquoi ne pas implémenter ce style de vie ici. Alors cette autre diaspora n'ira pas dans le sens de soutenir le régime en place. C'est que vous allez vous rendre compte que très facilement, ils ont des positions hautement distinctes de celles du gouvernement en place. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, nous avons, et je le dis toujours, c'est ça qui fait la particularité de ce que je dis, c'est que moi je pense, moi je rêve pour un Cameroun qui sera développé. Moi je rêve pour un Cameroun qui sera transformé. Et cette transformation peut venir de l'extérieur, comme je dis. Maintenant, nous ici, à l'intérieur, nous en tant que population vivant au Cameroun, on ne doit pas céder à un certain style de discours qui vient de l'extérieur. Parce qu'il y a une autre diaspora qui peut être la troisième diaspora, qu'une diaspora hyper compliquée, parce que celle-là, elle n'est pas ouverte. Elle n'est pas ouverte la diaspora radicale. Elle n'est pas ouverte à l'écoute, elle n'est pas ouverte à la discussion. Cette diaspora-là peut être un danger. Mais je le dis toujours, sur le plan des votes, c'est le quantitatif qui compte. C'est-à-dire qu'il faut capitaliser le vote utile, que ce soit pour l'opposition ou pour le gouvernement. Et je le dis toujours avec autorité cette fois-ci, la diaspora camerounaise a une influence hautement significative. Pas celle des réseaux sociaux. La diaspora qui s'occupe véritablement des populations, des proches qu'elle a laissés ici, a un impact qu'il faut considérer et qui peut bouleverser les résultats des élections présidentielles à un certain niveau, bien entendu.
Rodrigue Adalbert Evina, parlant de la présidentielle 2025, selon vous, comment la diaspora camerounaise peut impacter cette élection? Bon, je pense, pour vous répondre simplement, moi je vais prendre un aspect, c'est l'aspect financier. Oui, le nerf de la guerre. Bien sûr, c'est une diaspora qui a des moyens financiers importants, capable de financer lourdement le candidat qui l'intéresse. C'est pas pour rien que vous voyez la classe politique se tourner vers cette diaspora-là. Plusieurs présidents de partis politiques, leaders politiques, ont même fait le déplacement pour aller échanger sur place avec cette diaspora-là et mieux expliquer quel est leur programme politique, leur projet politique. Donc, parce qu'en politique, rien ne se fait pour rien. Lorsque un leader politique fait un déplacement comme celui-là, c'est pas simplement pour obtenir le vote. Le vote est déjà bien, choisissez-moi. Mais pour atteindre l'étape du vote, il y a beaucoup de choses à faire qui nécessitent un investissement financier suffisamment important. Ça fait que cette diaspora qui est au plan économique suffisamment influente, vous voyez qu'il s'agit aussi d'une diaspora qui écoute les candidats. Une diaspora qui met sur la balance des projets politiques et essaye de voir dans quel programme politique se trouvent effectivement ces avantages. Quel est le programme politique qui facilite l'implémentation au niveau du pays de ces projets? Ça fait que, étant séduit, eh bien, cette diaspora-là ne va pas se limiter uniquement à voter. Mais c'est une diaspora qui pourra donner un coup de pouce financier au potentiel candidat, celui-là qui résonne pertinemment à ses yeux. Je pense aussi que le Cameroun, comme d'autres pays, devrait, au-delà des calculs politiques, s'appuyer vraiment sur sa diaspora pour des questions de développement. S'agissant même de la politique, c'est une diaspora qui peut aider à améliorer, n'est-ce pas, le processus électoral au Cameroun, du moins sur le plan technologique et même scientifique. Je crois que c'est un peu c'est préjudiciable qu'un citoyen vote et attend les résultats, n'est-ce pas, après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. On ne sait pas ce qui se passe là entre-temps. On ne sait qui fait quoi à minuit, à 3 heures du matin. Vous voyez un tout petit peu. Ça fait partie des éléments qui rendent le processus électoral difficile, moins crédible. Mais la diaspora peut apporter au Cameroun des moyens technologiques qui permettent à ce que vous êtes allé au bureau de vote à 8 heures ou à 10 heures, à 18 heures. Vous savez qui est président de la République du Cameroun. Mais pour le cas de 2025, parce que ce n'est pas aujourd'hui que cette technologie va arriver, donc pour le cas de 2025, parce que c'est dans quelques semaines, non, c'est terminé, mais financièrement, quelque chose peut être fait par la diaspora en faveur des candidats. Bertrand Tchenkam, est-ce que nous devons continuer à accuser cette diaspora pour être légèrement du côté du professeur Noubissier tout à l'heure, cette diaspora qui est habituée à un mode de vie, à un mode de fonctionnement, à un fonctionnement, pour parler également comme Rodrigue. Et lorsque cette même diaspora revient au Cameroun, elle se rend compte que les choses ne sont pas toujours faites comme elles devraient être faites. Nous sommes restés dans des combinaisons très compliquées. Et quand nous parlons de l'élection, la diaspora qui est obligée d'attendre 2 semaines pour avoir des résultats est à un moment donné parfois étourdie. La diaspora camerounaise est même énervée. C'est 5 millions d'individus qui sont à l'extérieur pour des raisons multiples. Les raisons sont politiques, économiques, scolaires, parfois sociales. Et pourquoi est-ce que ces individus sont martyrisés, frustrés, pauperisés et parfois à la merci des oubliettes par le régime du renouveau? Vous imaginez un pays comme le Cameroun où 1/6 de la population se retrouve à l'extérieur. Vous n'avez même pas de députés de la diaspora. Ça ne se fait même pas pour notre pays. En France, il y a des députés de la diaspora, il y a des députés qui représentent la France d'outre-mer. Mais au
nous, on a 5 millions d'individus qui sont à l'extérieur à la merci des oubliettes. Vous n'avez même pas les députés qui représentent ces individus. Et même pour qu'ils votent, on demande encore la carte de résident. Donc 80% des individus de la diaspora peuvent impacter les élections parce que ces gens n'aiment pas déjà le régime RDPC. Et la même qui donne, sondage, je dis 80% des individus qui sont à l'extérieur n'aiment pas le RDPC. Et la même qui donne, ça c'est mon sondage à moi. La dernière élection, c'est-à-dire en 2018, le RDPC a gagné au niveau de la diaspora. Oui, vous savez, chez nous, c'est un peu comme le damier. Hein. oui. Vous savez comment ça se passe, je ne dis rien. Alors, j'étais disant tout à l'heure que la diaspora, on les aime pas suffisamment. Non, le régime n'aime pas trop la diaspora. Parce que si vous aimez la diaspora, qui n'impacte qu'à 2% sur le PIB national, alors que la diaspora du Niger, du Burkina Faso, du Mali, impacte à 25% sur le PIB. Alors, nous vivons aujourd'hui grâce à qui? Les immeubles qui poussent à Yaoundé sont des gens de la diaspora, mais qui n'interviennent qu'à 2% du PIB, loin de 25% du PIB des pays tels le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Et pourquoi? Quelles sont les blessures béantes, infectées et infestées par le régime RDPC et qui empêchent la diaspora camerounaise de s'épanouir? Il y a la question de la double nationalité. Nous sommes l'un des rares pays sur la planète Terre où la loi de 1966, qui avait été mise sur pied pour contrer l'UPC, qui disait que si tu choisis une autre nationalité autre que celle camerounaise, tu perds la première. Autrement dit, il y a des gens qui sont en France, qui veulent même rentrer au Cameroun, mais parce qu'ils ont la nationalité française, ne peuvent plus investir dans notre pays. Mais que peut la diaspora? Pour ceux qui ont investi au Cameroun, comme dans ma famille, si vous êtes en pleine réunion familiale, quand tu lèves la main, on dit c'est pas l'heure de d'hiver. Alors si ton frère, lui, il est en Europe, il est bien entier, il appelle, on l'écoute, on dit papa, on s'excuse d'avoir commencé la réunion avant toi. Alors si lui vous finance, c'est lui qui envoie l'argent à la réunion, c'est lui qui envoie même l'argent pour la construction de ta maison. Alors son mot peut servir, hein. Ça dit, il suffit qu'il vous dise que moi j'ai choisi tel candidat, on fait comment? Vous vous alignez, parce que c'est lui qui gère la famille, son mot compte. Et vous savez, moi je suis dans une contrôle, quand tu n'as pas d'argent, tu as la merci des oubliettes. Et celui qui a les moyens, quand il parle, on l'écoute. Et toi, tu me parles à l'heure des divers. Donc, comme je t'ai disant tout à l'heure, la diaspora camerounaise est d'une importance capitale. Et cette diaspora, parfois, a même de la volonté. Prenons le cas de Atuzan. Le cas... Atuzan a créé le Cadiopad, non? Il est où aujourd'hui? Vous croyez que s'il est hors du Cameroun, vous lui demandez de voter le RDPC, il va le faire? Je ne pense pas. Ernest Simo qui a créé la Casa avec eux? J'ai pas causé, j'ai posé, c'est une hypothèse. Ernest Simo qui a là, combien de Camerounais savent que la carte SIM? C'est un Camerounais qui a créé la carte SIM, il a la NASA, on l'appelle Ernest Simo. S'il vient au Cameroun, il va travailler où? Il n'a pas des infrastructures. Il y a des gars... Il y a Camtel? Oui, bon, on va pas parler des structures, on va parler juste de ce qu'on connaît. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a les gars... Vous ne connaissez pas Camtel? Non, je ne connais pas. Il y a plein de Camerounais à la diaspora qui ont envie d'investir au Cameroun. Est-ce que vous savez que les routes camerounaises que nous donnons à Satan, nous donnons à Razel, les sociétés étrangères, nous pouvons les donner aux Camerounais qui sont petits de talent. C'est-à-dire même pour prendre une maison à Yaoundé, on fait recours à l'expertise chinoise. C'est-à-dire Polytechnique ne sert à rien du tout. L'école de travaux ne sert à rien du tout. Même ceux qui sont allés fréquenter à Paris et qui ont fait la Sorbonne, vous ne les faites pas confiance. Vous voulez qu'ils viennent faire quoi? Ils vont vouloir, puisque eux, ils veulent rentrer au pays. Mais quelles sont les conditions? Il y a un monsieur qui a créé une entreprise de BTP au Cameroun. Vous le connaissez. Et il a perdu près de 600 millions. Il y a un Camerounais actuellement, il a l'Africa Foot et il est espagnol. Vous le connaissez bien. Il avait acheté son terrain du côté de Kribi. Oui, vous ne le connaissez pas, moi non plus. Il avait acheté son terrain à Kribi, vous l'avez escroqué. Donc il y a des gars du côté de la diaspora qui veulent vraiment investir au Cameroun. Très bien. Mais à cause de la corruption, les lenteurs administratives, les promotions canapé, l'avarisme et tout ce qui gangrène notre pays, ces gars de la diaspora en ont marre. Et que faire? Donner des consignes, c'est Bertrand Tchenkam qui veut, et à peine ils ont toussé, vous allez vous enrhumer. Merci. Hein. Repartons au niveau de notre messagerie qui explose, comme d'habitude. Hein. Bonjour Perfecto, le sac de modérateur. Bonjour à tous et un bonjour particulier à mon mari de nuit, Alain Douk. Alain Douk? Ils sont pas la nuit, désolé. Elle vous voit souvent la nuit. Incroyable. Bon, je sais sûr que c'est un jeu de mots. Perfect, s'il vous plaît, j'aimerais avoir le contact d'un de vos anciens invités sur le plateau, celui qui facilitait les procédures d'immigration en accompagnant le client à faire ses dossiers lui-même. Essayez de m'appeler après l'émission. Hein. Je vous amène au plus 41. C'est un message de la Suisse. Bonjour mon ami. Selon les informations de Genève, le président Paul Biya... vous avez des problèmes, hein? Mon ami de la diaspora, nous avons un sujet sérieux.
D'accord, nous allons sauter et nous allons prendre un message un peu plus potable. Et il veut vous faire lire ce message étant ici au Cameroun. Oui, et lui, il est là-bas. Et lui là en Suisse. D'accord. Bonjour parfait ici, ainsi qu'à votre panel. Je soutiens les propos du professeur. En effet, la diaspora qui soutient la famille au Cameroun va significativement impacter le vote, étant donné que cette diaspora, de par son apport financier, les familles ne peuvent en aucun cas se détourner de l'opinion de leur champion familial. C'est Catherine Messi qui envoie cette contribution. Bonjour PF. Bon, on a lu ce message. Quelqu'un me dit ici, bonjour mon modérateur. Bonjour à toi. Je voudrais dire aux Camerounais que chacun est libre de choisir son candidat. Mais Bello et Issa sont les parents. Mais Bello est exactement comme Biya. Et bon, le reste n'est pas bien. On ne peut pas utiliser ce genre de mots en télévision. Un peu le respect pour ces personnalités politiques dans notre pays. De quoi? Je vous amène au plus 33. C'est un message de la France. Bonjour parfait à ici. Heureux de vous retrouver ce matin sur la chaîne de télévision la plus suivie en Afrique. Ici, je suis formé en peinture et rénovation des bâtiments. Mon souhait est de rentrer servir mon pays, le Cameroun. Ibrahim, fan numéro 1 d'Info TV à Marseille. Moi, je ne sais pas ce que je peux faire. Prends seulement le premier avion et tu apporteras ta pierre à l'édifice. Je peux même peindre ma maison, hein. Quelqu'un me dit ici bonjour. Yannick Noir est-il de la diaspora? C'est Noué de Daïdo depuis Douala. Moi, je pense que depuis de longues années, Yannick Noir est établi au Cameroun et vit là et tout dit. Tout le monde connaît ça. Il est un chef traditionnel. Il est même chef traditionnel. Oui. Moi, je me dis qu'on ne peut plus vraiment le considérer comme de la diaspora. Yannick Noir vit presque au Cameroun. Bon, il passe aussi beaucoup de temps à l'étranger. Bon, de temps en temps, il va à l'étranger, mais Yannick Noir est là. Il est là et tout dit. Il est très sympa. Il faut le féliciter. Il faut vraiment le féliciter. Il a fait de merveilles. Il ne s'est pas organisé. Macron est venu dernièrement au Cameroun. Il est allé du côté de la résidence de Yannick Noir. À un moment donné, il est resté longtemps. La personnalité française la plus aimée des Français. Oui. Allons au 241, c'est un message du Gabon. Bonjour le plateau, je vous suis depuis le début de l'émission. Merci. Autre message ce matin, bonjour El Perfecto et à toutes les panélistes, que le Seigneur vous garde et continue de vous bénir afin que vous nous édifiez de jour en jour. Et à moi de dire Amen. Madame Abega, la diaspora nous intéresse ce matin, comme tous les mercredis d'ailleurs sur Espace Miné. À votre niveau, vous qui êtes femme politique, que peut la diaspora pour que l'UNDP de Bello Bouba Maïgari gagne l'élection? Déjà, je vais saluer ceux de la diaspora qui nous suivent à l'instant. Aujourd'hui même, nous avons rendez-vous à l'UNDP avec un groupe de la diaspora. Ah bon? Oui, qui a organisé un événement du côté de Kalafatas il y a 2 jours. Et ils ont décidé de nous rendre visite ce jour. Donc, nous collaborons avec la diaspora. Bon, dans le programme politique du président Bello, les problèmes de la diaspora sont pris en compte. La diaspora se plaint depuis du problème de la double nationalité. Vieux problème. Voilà, ils sont abandonnés à eux-mêmes lorsqu'ils ont des problèmes à l'étranger. Les postes consulaires ne prennent pas en compte leurs problèmes. Parfois, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Bon, lorsqu'un compatriote a un problème dans un pays étranger, est-ce qu'il devrait être abandonné à lui-même? Pas du tout. Voilà. Combien de Camerounais sont abandonnés à l'étranger? Combien de Camerounais ont posé des problèmes? D'autres sont venus au Cameroun pour investir. Leurs investissements ont connu des problèmes. Ils ont les problèmes de transfert d'argent. D'autres sont même arrêtés à l'aéroport à cause de leur prise de position, peut-être sur les réseaux sociaux, bon, dans des médias. Donc, il y a tous ces problèmes. Nous pensons à l'UNDP qu'on devrait écouter la diaspora parce qu'elle a son mot à dire. Le professeur disait tantôt que cette diaspora, même si elle est née là-bas, mais il y a quand même des racines au niveau du Cameroun et des racines des gens qui les écoutent et qui leur font confiance.
eux, ayant vécu à l'étranger, ils ont un autre regard de la politique et ils ont une autre manière de faire la politique. Nous avons connu, depuis certaines années, des gens qui se sont rebellés. Ils ont créé la BAS, la brigade anti-Sardina, que tout le monde connaît. Donc, ils ne se sont pas levés d'un bon matin ou alors parce qu'ils sont tout simplement de mauvaise foi pour se mettre à faire de l'animosité. C'est parce que ça a commencé par des réclamations, d'attirer notre attention. Vous voulez justifier les comportements de la base? Je ne justifie pas les comportements de la base. Vous voulez les comprendre? Je suis en train de fixer le contexte pour comprendre pourquoi est-ce que cela a dégénéré en animosité. Même chez vous, même à la maison, lorsque quelqu'un vous pose, peut-être votre femme ou bien votre enfant, il vous pose un problème tranquillement, vous n'écoutez pas son problème. À un certain moment, il va afficher des comportements d'animosité. Donc, ces gens... Si la diaspora n'est pas comprise, elle peut casser les ambassades. Non, on n'a pas dit qu'elle peut casser les ambassades. Mais est-ce que la diaspora a commencé à casser seulement les ambassades? Et maintenant, lorsqu'elle commence à casser, je veux dire qu'il y a eu un passé. Donc, ça a commencé tranquillement où quelqu'un, je voyais souvent sur les réseaux sociaux, quelqu'un allait se tenir devant l'hôtel. Voilà pourquoi également la même diaspora peut boycotter les artistes en Europe. Je n'ai pas dit qu'elle doit boycotter, mais je veux dire qu'il y a un problème de fond. Il faut curer le mal à partir de la racine. Ce sont les artistes qui peuvent résoudre ce problème. Pourquoi ils ont commencé? Pourquoi ils en sont arrivés à ce niveau? Madame Abega, non, je parle des artistes. Vous n'allez pas m'empêcher de parler. Vous allez m'écouter. Je veux dire qu'il y a eu des comportements. Pourquoi vous ne voulez pas parler des artistes? Je ne suis pas artiste, mais les artistes sont camerounais. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise pourquoi les gens en sont arrivés à l'animosité? Ce sont les artistes qui doivent résoudre les problèmes de la diaspora. Ce n'est pas le problème qui résout la diaspora. Mais on veut dire que s'il y a eu des comportements d'animosité, on doit chercher à comprendre pourquoi il y a eu l'animosité et revenir au dialogue. C'est pour ça que le président Bello dit que dans son projet politique, il parle de dialogue inclusif. Il faut écouter les gens. Il faut pas dire qu'ils ont commencé à casser les ambassades. Non, personne ne peut encourager la casse des ambassades et personne ne peut encourager le boycott ou bien l'agression des artistes. Mais pourquoi? C'est pour ça qu'il faut le dialogue. Ces gens, ceux qui sont énervés, ceux qui sont courroucés contre le Cameroun, ils ont besoin d'être écoutés pour poser leurs problèmes. Il disait tantôt des députés de la diaspora. C'est 5 millions de Camerounais. C'est parce qu'il veut, c'est pour offrir un espace de dialogue, un espace où ils peuvent s'exprimer pour poser leurs problèmes. C'est compris. Alain, donc, la diaspora camerounaise peut-elle efficacement contribuer à cette élection, au fonctionnement, à l'organisation de cette élection qui aura lieu le 12 octobre prochain? La diaspora peut influer sur cette élection et je dirais à quel niveau. Statistiquement, c'est une nullité de pourcentage pour la représentation de cette diaspora. Je l'ai calculé souvent ici, 16 000 personnes, 17 000 environ, sur 8 250 000 personnes inscrites sur les listes électorales. Vous voyez le rapport, c'est nul. Mais alors, quand vous tenez compte des indices, des indicateurs comme les informations que nous tenons parfois de Oxfam, qui nous dit qu'en réalité 70% environ de toute la richesse de la terre est détenue par 1%. Vous comprenez donc qu'en réalité, il y a une infériorité numérique qui peut être significative. C'est à ce niveau donc que la diaspora peut intervenir. Mobiliser tous ces moyens, les ressources dont on a parlé, notamment les ressources financières, pour essayer d'influer sur cette campagne. Créer un réseau de solidarité autour du contrôle justement de tous les bureaux de vote. Ça, c'est très important. Mais est-ce que la diaspora donc pourra relever ce challenge? Dire qu'au niveau du pays, nous tenons à la transparence. Et à nos niveaux, nous allons nous organiser pour que sur place, la totalité des bureaux de vote ait des gens qui seront des observateurs et que nous allons payer de nos moyens pour se rassurer qu'effectivement, les résultats qui seront dits pour chaque bureau de vote seront les intentions de vote des Camerounais. Ça, c'est un enjeu majeur. Est-ce que la diaspora pourra s'organiser en ce sens? Voilà la question qu'il faut se poser. Nous sommes dans le champ politique. Dès qu'on dit politique, il faut voir, puisque nous sommes en période de pré-campagne et bientôt de campagne, c'est la propagande. La propagande va occuper l'espace. Et là, à ce niveau, la diaspora doit avoir son mot à dire, notamment en raison de ses moyens, ses moyens financiers, logistiques, de ses réseaux d'influence. Maintenant, la com est fondamentale. Comment va-t-elle participer, contribuer à mettre en vitrine les candidats qu'elle pense
pouvoir changer la donne, créer la rupture et créer le renouveau. Cette fois-là, le renouveau, pas le présent. C'est-à-dire créer le chambardement nécessaire pour qu'on passe à autre chose. Cette rupture-là. Ça, c'est des bonnes questions aussi que la diaspora doit se poser. Elle doit aussi mobiliser, soit de façon formelle ou informelle, un réseau de présence, de personnalités ou d'entités au niveau international qui pourront répondre véritablement de la transparence de cette élection. Parce que, quoi qu'on dise, le pouvoir en place a invité l'ONU, à leur niveau aussi, qu'ils agitent leur carnet d'adresse, qu'ils fassent du comment on appelle ça encore ça, du back-office, maintenant pour essayer de voir à leur niveau comment eux aussi peuvent mobiliser. Vous avez parlé d'inviter l'ONU, on a aussi connu une affaire d'observateur. De Transparency en 2018, mais qui n'était pas trop. En fait, c'était l'imposture. Voilà, tout cette voix, on va appeler le vrai Transparency. C'est genre de cadre de la diaspora ça. Que ce soit vrai, mais c'est pas politique. C'est pas politique, mais... Et Alain Douk, j'ai un truc important. Je voudrais réagir rapidement en disant, parfait, ici, il faut aussi, il est déjà temps que cette diaspora prenne formellement position. Sur quoi? Non, mais sur le choix des candidats, parce que bon, les déclarations de soutien se font un peu en dents de scie. C'est-à-dire que... La diaspora n'est pas un monsieur qui est assis quelque part. En fait, ce n'est pas la... En fait, il faut que ces diaspora, ils sont nombreux. Non, il faut que ces diaspora, d'accord, que ces diaspora prennent déjà officiellement des positions. Bonjour Perfecto et à tout le panel. Quand on entend parler de grands et petits frères entre Issa Chiroma et Bello Boba, ça fait rire. Et si nous sommes dans la logique du recyclage politique, alors essayons-les. Mais je n'y crois pas. Et je sais que ces deux protègent leurs fins. Pour ce qui est de la diaspora, on ne peut négliger leur apport. Mais dit qu'ils iront à l'isoloir avec les membres de la famille pour opérer le choix, je crains. C'est Bruno Joseph depuis Conakry qui envoie donc ce message. Un autre message nous vient là du 241. Il s'agit du Gabon. Bonjour parfait ici et ton panel. Le firmament de la communication et du journalisme interafricain. Et pourquoi pas interplanétaire? La voûte céleste, le ciel étoilé, dans la Bible, notamment le livre La Genèse, le firmament est décrit comme une séparation entre les eaux supérieures et les eaux inférieures, créées par Dieu le deuxième jour de la création. Le message est long et nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous allons nous arrêter à ce niveau, tout en disant merci au professeur Noubiessé, merci à Madame Abega de l'UNDP, merci à Bertrand Tchenkam, merci à Alain Douk, merci à Rodrigue, à Dalbert Evina. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous?